Après avoir vendu mon brevet pour 17 millions de dollars, j'ai organisé une grande fête pour célébrer ça. Mais juste avant le toast, j'ai vu mon mari glisser quelque chose dans mon champagne. Mes mains sont devenues froides, mais mon esprit est resté vif. Quand personne ne regardait, j'ai échangé mon verre avec celui de sa mère gâtée et autoritaire. Quelques minutes plus tard, elle a commencé à paniquer, et ma vengeance silencieuse a enfin commencé. Ma belle-mère est en train de mourir sur le sol de mon salon, et je suis la seule à savoir que c'est la faute de mon mari. Les yeux convulsifs de Patricia se sont révulsés, de la mousse au coin de sa bouche. Mon mari, Joshua, hurle à quelqu'un d'appeler le 911. Ma fille, Emma, est figée près de la cheminée, son visage pâle de choc. 70 invités sortent leur téléphone, certains appelant à l'aide, d'autres enregistrant parce que c'est ce que les gens font maintenant. Moi? Je suis là, tenant un verre de champagne, parfaitement calme, regardant mon mari jouer le chagrin sur le corps empoisonné de sa mère, le poison qui était destiné à moi. Avant de continuer, si vous croyez qu'il faut riposter contre la trahison avec intelligence et force, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et ça nous aide à atteindre plus de femmes qui ont besoin d'entendre ça. Maintenant, voyons comment cela se déroule. Laissez-moi revenir en arrière. Il y a 30 minutes, c'était une fête de célébration. Mon brevet de nanofiltration vient d'être vendu pour 17 millions de dollars, l'aboutissement de 3 ans de travail en laboratoire dans mon sous-sol, de prototypes ratés et de nuits blanches. Joshua a insisté pour qu'on célèbre ça correctement, traiteur, cocktails spéciaux, 70 invités qui se sont soudainement souvenus qu'ils avaient toujours cru en moi. J'étais de l'autre côté de la pièce quand je l'ai vu au bar. J'ai vu la petite fiole ambrée sortir de la poche de sa veste. Je l'ai vu verser 3 gouttes dans la flûte à champagne en cristal de ma grand-mère, celle ébréchée que j'utilise pour chaque moment important depuis que j'ai 18 ans. Je l'ai vu la faire tournoyer avec son petit doigt et la remettre sur le bar. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas confronté, je n'ai prévenu personne. J'ai marché directement vers Patricia et je lui ai tendu ce verre empoisonné. Vous avez été une partie si importante de ce voyage, ai-je dit. Vous méritez quelque chose de spécial. Elle l'a pris avec un sourire confus. Maintenant, elle est par terre en train de mourir, et Joshua n'a aucune idée que je sais exactement ce qu'il a fait. C'est là que ma vengeance commence. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de la fête, des gens, de comment je suis arrivé ici. Notre maison de ville à Alexandria est pleine à craquer de visages que je n'ai pas vus depuis des années, mon ancien partenaire de laboratoire du MIT qui a cessé de répondre à mes emails quand j'ai quitté le monde universitaire pour poursuivre mes propres recherches, le capital risqueur qui m'a dit que mon projet était intéressant mais pas investissable il y a 3 ans, ma tante Carole qui m'a suggéré de trouver un vrai emploi quand je dépensais toutes mes économies pour financer des prototypes. Maintenant, ils sont tous là, à boire mon champagne cher, à manger des hors-d'œuvre préparés par un traiteur, à me féliciter comme s'ils avaient toujours su que j'y arriverais. Nous sommes si fiers de toi, Nicole, dit ma tante Carole, me serrant le bras avec des doigts lourds de bagues qu'elle ne peut probablement pas se permettre. J'ai toujours dit à ta mère que tu étais spécial. Il n'a pas fait ça. Elle a dit à ma mère que je gaspillais mon éducation et que je négligeais ma fille. Mais ce soir, tout le monde réécrit l'histoire. Ce soir, je suis un génie, une visionnaire, une réussite, la scientifique qui a résolu un problème mondial de purification de l'eau et a été payé 17 millions de dollars pour ça. Joshua orchestre toute la soirée comme un chef d'orchestre. Il a engagé les traiteurs lui-même, m'a dit de ne pas m'en soucier, qu'il voulait s'occuper de tout pour que je puisse me détendre et profiter de mon moment. Il a choisi le menu, conçu les cocktails spéciaux, invité des gens de mon passé que j'avais délibérément perdu de vue à l'époque. Je pensais que c'était gentil, attentionner le mari qui me soutenait, s'assurant que sa femme brillante reçoive la célébration qu'elle méritait. Maintenant, je comprends ça différemment. Il ne me célébrait pas. Il préparait le terrain, construisait le récit, créait des témoins pour l'histoire tragique qu'il prévoyait de raconter, la scientifique de génie qui a travaillé jusqu'à l'épuisement, dont le cœur a lâché à son moment de triomphe, qui est morte entourée de gens qu'il aimait. Il arpente la salle toute la soirée dans le costume de marque que je lui ai acheté le mois dernier bleu marine, parfaitement taillé, assorti à des chaussures en cuir italien qui coûtent plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Je dois avoir l'air de quelqu'un, avait-il dit quand j'ai remis en question la dépense. Quand les gens me voient avec toi lors d'événements, ils doivent savoir que tu as du succès. J'avais payé pour ça sans discuter. Toujours fait. C'était notre arrangement. Je gagnais l'argent. Il gérait notre image.
Je me concentrais sur la science. Il se concentrait sur le réseautage. Cela semblait juste, complémentaire, un partenariat où chacun jouait sur ses forces. Sauf que maintenant je le regarde charmer mes anciens collègues, et je réalise qu'il ne gérait pas notre image. Il gérait son avenir, établissait des contacts, nouait des relations, s'assurant que quand je mourrais tragiquement, il aurait un réseau de personnes prospères qui l'aideraient à honorer mon héritage pendant qu'il dépensait mon argent. Emma se tient près de la cheminée dans une robe qu'elle déteste. Patricia a insisté pour la lui acheter, de la dentelle couleur crème, trop formelle, trop rigide, quelque chose qu'on porterait à un bal de débutante dans les années 1950. Emma, elle veut porter des jeans et le sweat à capuche de son club de robotique. Elle veut être dans sa chambre à coder ou à construire des circuits, pas à se tenir dans un salon plein d'adultes qui font semblant de se soucier de la technologie de filtration de l'eau. Elle croise mon regard à travers la pièce et fait une grimace, l'expression universelle des préadolescents pour « sauve-moi de ce cauchemar ». Je lui adresse un sourire subtil qui dit « presque fini, bébé ». Si seulement elle savait à quel point c'était vrai. Patricia s'est positionnée au premier plan, naturellement, parce que Patricia n'a jamais rencontré un projecteur qu'elle ne voulait pas monopoliser. Elle porte une robe qui coûte probablement plus cher que ma première bourse de recherche, de la soie vert émeraude avec un subtil perlage, le genre de choses qu'on voit dans les vitrines de boutiques haut de gamme. Ses cheveux sont laqués en un chignon compliqué qui a probablement nécessité 2 heures et un styliste professionnel. Elle serre contre elle son sac Hermès, le Birkin, celui qu'elle mentionne avec désinvolture dans la conversation pour que les gens sachent qu'elle possède un Birkin, comme une armure contre les gens ordinaires, et elle est déjà en train de tamponner ses yeux avec un mouchoir brodé, même si rien d'émotionnel ne s'est encore produit. C'est la signature de Patricia, l'émotion performative. Elle pleure devant les publicités, au service religieux, lors des repas au restaurant quand l'ambiance est particulièrement agréable. Elle s'entraîne pour un deuil qu'elle n'a pas encore vécu, répétant le chagrin pour qu'il ait l'air authentique quand elle en aura besoin. Je la regarde jouer quand je remarque que Joshua bouge. Il se faufile entre les invités, se dirigeant vers le bar que nous avons installé près de la cuisine. Quelque chose dans son langage corporel attire mon attention, la démarche résolue, la façon dont sa main se déplace vers la poche de sa veste, le coup d'œil rapide qu'il jette par-dessus son épaule. Je me tourne légèrement, le gardant dans ma vision périphérique tout en maintenant ma conversation avec quelqu'un dont j'ai déjà oublié le nom. Il atteint le bar. Son dos est partiellement tourné vers la pièce maintenant. Sa main disparaît dans la poche de sa veste et en sort tenant quelque chose de petit. Une fiole en verre de couleur ambrée, peut-être 15 millilitres. Ma respiration s'arrête. Il la dévisse avec son pouce en douceur, avec habitude, sans tâtonner, et la penche au-dessus de la flûte à champagne en cristal de ma grand-mère, celle avec la petite ébréchure près de la base que j'utilise pour chaque moment important depuis qu'elle me l'a donnée lors de ma remise de diplôme du lycée. Pour célébrer tes victoires, ma chérie, avait-elle dit. 3 gouttes tombent dans le champagne. Je les compte, 1, 2, 3. Il fait tournoyer le liquide avec son petit doigt, mélangeant ce qu'il vient d'ajouter, puis remet le verre sur le bar. Le tout prend peut-être 8 secondes. Puis il rebouche la fiole, la glisse dans sa poche et se retourne avec un sourire détendu, décontracté, comme un homme qui vient de consulter son téléphone ou d'ajuster ses boutons de manchette. Mon cœur bat si fort que je peux le sentir dans ma gorge, mais mon visage reste neutre, intéressé par ce que la personne en face de moi dit au sujet des applications commerciales de mon brevet. Mon esprit passe en revue les possibilités. Du poison, évidemment. Mais quel type? À action rapide ou lente? Létal ou incapacitant? Quelque chose qui imite les causes naturelles? Josh n'était pas stupide. Il n'utiliserait rien de traçable, rien qui pointerait immédiatement vers un acte criminel. Il voudrait que ça ait l'air naturel, tragique, la scientifique de génie qui s'est poussée trop loin, dont le cœur a lâché, qui est morte à son moment de triomphe. Je catalogue ce que j'ai vu, la taille de la fiole, la couleur, le nombre de gouttes, la façon dont il a fait tournoyer pour assurer le mélange, la douceur habituelle de ses mouvements. Ce n'est pas une impulsion. Ce n'est pas un moment de passion ou de rage. C'est prémédité. C'est un plan. Et puis ça me frappe, le contrat de mariage, le brevet, l'argent. Nous avons signé un contrat de mariage il y a 10 ans avant de nous marier. Mon avocat a insisté pour ça parce que je travaillais déjà sur des recherches en phase de démarrage qui pourraient être précieuses. Le contrat de mariage est explicite, ce qui est à moi, ce qui est à lui est à lui. En cas de divorce, Joshua obtiendrait sa part des biens matrimoniaux, la maison de ville que nous avons achetée ensemble,
peut-être 40 000 $ d'économie commune, éventuellement une pension alimentaire limitée, mais il n'obtiendrait pas mon brevet, n'obtiendrait pas mes 17 millions de dollars, n'obtiendrait pas les redevances qui continueront d'affluer pendant des années à moins que je ne sois morte. Si je meurs, mon testament, celui que j'ai écrit il y a 5 ans quand je croyais encore que Joshua m'aimait pour des raisons autres que mon potentiel de revenu, lui laisse tout. Tout. Les affaires de Joshua sont en faillite depuis 3 ans. Je le sais parce que j'ai surveillé discrètement nos finances, observant les pertes mensuelles de son cabinet de conseil s'accumuler. Il se dit consultant en stratégie d'entreprise et conseiller en investissement, mais la réalité est qu'il a dépensé 8 000 $ par mois tout en générant presque aucun revenu. 3 ans de pertes totalisant plus de 200 000 $, mais revenus soutenant son fantasme d'être un entrepreneur prospère. Et Patricia avec ses 2 hypothèques sur un condo sous l'eau, Patricia avec sa BMW et ses sacs de marque et son financement de spa, oui, elle a des plans de paiement pour les procédures cosmétiques, Patricia qui vit au-dessus de ses moyens depuis des années, maintenant les apparences tout en se noyant financièrement. Et puis il y a le frère de Joshua, Marcus, qui se dit spécialiste du financement alternatif mais qui est en fait un prêteur prédateur. Il y a quelques mois, j'ai surpris Joshua au téléphone avec lui quelque chose au sujet du capital relais et des taux familiaux, des prêts qui entraînent des conséquences quand on ne peut pas payer. L'image s'assemble dans mon esprit avec une clarté brutale. Ils ont besoin d'argent. J'ai de l'argent, mais ils ne peuvent pas y accéder tant que je suis en vie. Donc, ils ont besoin que je meure. Et Joshua vient de mettre du poison dans mon champagne. Le toast commence. Je peux voir les gens se rassembler, trouver des places dans le salon, se tourner vers l'avant où le partenaire commercial de Joshua, Derek, se positionne. Derek qui n'a rien contribué à ma recherche mais qui tirera volontiers parti de mon succès pour réseauter, Derek qui m'a dit un jour que je devrais envisager une carrière plus pratique. Joshua bouge maintenant, se dirigeant vers le bar, probablement pour s'assurer que je prenne le bon verre, celui empoisonné, la flûte de ma grand-mère avec l'ébrêchure distinctive que tous les invités de cette fête m'ont vu boire une centaine de fois. Mais je suis déjà en mouvement, marchant directement vers Patricia avec détermination, comme si j'avais quelque chose d'important à dire. Je prends les 2 flûtes de champagne sur le bar en passant, la mienne avec l'ébrêchure et le poison, la sienne immaculée et sûre. Joshua est à 3 pas derrière moi, assez près pour que je l'entende inspirer brusquement quand il réalise ce que je tiens. Patricia, dis-je chaleureusement, assez fort pour que les invités à proximité entendent. Vous avez été une partie si importante de ce voyage. Vous méritez de porter un toast avec quelque chose de spécial. Ce n'est même pas un mensonge. Elle a contribué à me miner à chaque réunion de famille, à suggérer que Joshua méritait une femme plus traditionnelle, à remettre en question le fait que je négligeais Emma en travaillant tard le soir. La place d'une mère est auprès de ses enfants, avait-elle dit à la fête de l'Action de grâce, sa voix dégoulinant de jugement pendant que j'aidais Emma avec son projet de foire scientifique par appel vidéo depuis Genève. Si quelqu'un mérite de boire dans le calice empoisonné de la cupidité et du désespoir de son fils, c'est la femme qui l'a élevé à croire que le succès des autres menace sa masculinité. Patricia a l'air confuse pendant une seconde, se demandant probablement pourquoi je lui donne mon verre spécifique au lieu de la laisser garder le sien. Mais ensuite, son visage se transforme en une expression de surprise satisfaite. « Oh, Nicole, comme c'est attentionné, dit-elle, acceptant la flûte en cristal ébréché avec l'air de quelqu'un qui reçoit un hommage qu'elle a toujours su qu'elle méritait. Je prends son verre propre, sûr. Je suis en position. Derrière moi, j'entends les pas de Joshua s'arrêter. Je ne me retourne pas. Je n'ai pas besoin de voir son visage pour savoir ce qu'il pense, calculer, recalibrer, essayer de comprendre si c'est une coïncidence ou si je sais quelque chose. Derek s'éclaircit la gorge, tapotant son verre avec un couteau. Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. La pièce se calme. Les gens se tournent vers l'avant, les flûtes à champagne levées en signe d'attente. Nous levons tous nos verres. Je prends la plus petite gorgée possible du champagne normal, légèrement sec, cher, rien de sinistre. Patricia prend une généreuse gorgée parce que Patricia ne fait rien à moitié, surtout quand il s'agit de consommer des choses qu'elle perçoit comme haut de gamme. Derek se lance dans un discours sur l'innovation et la persévérance. Les gens approuvent. Je compte dans ma tête, 30 secondes, 40, 45. Patricia est en train de dire quelque chose sur le fait qu'elle a toujours su que j'avais du potentiel si je m'y mettais correctement quand son visage change pas graduellement, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Ses yeux s'écarquillent. Sa main vole à sa gorge.
Elle émet un son que j'entendrais dans mes cauchemars pas tout à fait s'étouffer, plutôt comme si ses cordes vocales se crispaient. Le verre de champagne glisse de ses doigts et se brise contre le plancher de bois franc. Ses genoux fléchissent. Elle tombe si fort que j'entends l'impact, le craquement écœurant du crâne rencontrant le bois. Ce qui nous ramène à maintenant. À Patricia qui convulse sur le sol de mon salon. À la performance de Fils dévasté de Joshua. Au visage pâle et aux mains tremblantes d'Emma. Aux 70 invités avec leur téléphone sorti, certains appelant le 911, d'autres enregistrant cette tragédie pour les médias sociaux. Et à moi, debout ici tenant le verre sur de Patricia, regardant mon mari pleurer sur le corps de sa mère alors qu'il n'a aucune idée que je sais exactement ce qu'il a fait. Les ambulanciers arriveront dans 7 minutes. Ils stabiliseront Patricia. Ils la conduiront d'urgence à l'hôpital. Elle survivra. Je m'en suis assuré en échangeant les verres assez tôt pour qu'elle ne prenne qu'une seule grande gorgée au lieu de finir le verre. Mais Joshua ne le sait pas encore. Pour l'instant, il pense que son plan a fonctionné. Il pense que j'ai bu le poison. Il pense que d'une seconde à l'autre je vais commencer à montrer des symptômes. Il continue de me regarder entre deux sanglots, vérifiant les signes, mains tremblantes, visage pâle, difficulté à respirer. Je ne lui donne rien. Je suis là, calme et stable, la belle fille inquiète, la scientifique de génie qui est trop choquée pour comprendre ce qui se passe. Et je pense, c'est là que ma vengeance commence. Parce que je ne vais pas seulement survivre à ça. Je vais documenter chacun de ses mouvements. Je vais construire un dossier si hermétique que quand tout ça sortira, et ça sortira, personne ne pourra nier ce qu'il a essayé de faire. Joshua voulait que je meure pour mon argent. Au lieu de ça, il est sur le point de tout perdre. L'ambulance s'éloigne de notre maison de ville avec des lumières clignotantes, mais sans sirène. Patricia est assez stable pour qu'il n'ait pas besoin de brûler les feux rouges, mais assez critique pour que Joshua insiste pour l'accompagner. Il monte à l'arrière du véhicule, jouant toujours le fils dévasté, son visage un masque d'inquiétude qui convaincrait quiconque ne saurait pas ce que je sais. Les autres invités se dispersent rapidement après ça. Personne ne veut rester à une fête où quelqu'un vient de s'effondrer. Ils marmonnent des condoléances et des vœux de rétablissement, ramassent leurs manteaux et disparaissent dans la nuit de novembre. En 15 minutes, notre salon est vide, à l'exception du personnel de restauration qui emballe la nourriture intacte et d'Emma qui se tient près de la cheminée, portant toujours cette robe ridicule. Maman, sa voix est petite. Chaton. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je traverse la pièce et la serre dans mes bras. Elle a 12 ans mais s'adapte toujours parfaitement contre mon épaule, sent toujours le shampoing aux fraises qu'elle utilise depuis l'âge de 6 ans. Patricia est tombée malade, bébé. Les ambulanciers s'occupent d'elle. Mais pourquoi a-t-elle? Emma se retire, me regardant avec ses yeux noisettes perçants qui ne manquent rien. C'était si rapide. Une seconde, elle parlait, et puis... Je sais. Je lisse ses cheveux sur son visage. C'était effrayant, mais elle va bien. Emma étudie mon visage, et je peux l'avoir traité, analysé, essayer de donner un sens à ce dont elle a été témoin. Elle a toujours été comme ça, méthodique, logique, incapable d'accepter des réponses faciles quand les données ne s'additionnent pas. Elle tient ça de moi. On devrait aller à l'hôpital, dis-je. Va chercher ta veste. Le trajet jusqu'à l'hôpital Innova Alexandria prend 23 minutes. Emma est assise sur le siège passager de ma Honda, silencieuse pendant les 15 premières minutes, fixant les réverbères qui défilent. Je peux la sentir me regarder dans sa vision périphérique, étudiant mon profil, mesurant mes réactions. Maman, dit-elle finalement alors que nous rejoignons l'autoroute. C'était vraiment bizarre. Ouais, bébé. C'était genre vraiment bizarre. Elle allait bien, et puis elle n'allait juste plus bien. Emma se tourne sur son siège pour me faire face complètement. Et tu étais si calme. Tout le monde paniquait, mais toi tu restais juste là comme si tu regardais une expérience ou un truc du genre. Mes mains se serrent sur le volant. Ma fille est trop observatrice pour son propre bien. Parfois, quand des choses effrayantes arrivent, les gens réagissent différemment. Certaines personnes paniquent. Certaines personnes deviennent silencieuses et concentrées. Est-ce que tu vas bien? Le fait que ma fille de 12 ans me demande si je vais bien, l'adulte, le parent, la personne qui est censée avoir tout sous contrôle me dit exactement à quel point la situation lui paraît ne pas aller bien. Je vais bien, je mens, gardant les yeux sur la route. Puis je prends une décision. Emma va être interrogée par sa famille,
par des médecins, peut-être par les autorités si ça va là où je pense que ça va aller. Elle a besoin de savoir que ce qu'elle a vu compte. Mais j'ai besoin que tu te souviennes de tout ce qui s'est passé ce soir. Tout. Tu peux faire ça? Elle se tait un instant. Donc tu veux dire genre point exactement ce qui s'est passé? Exactement qui était debout? Ce que les gens ont dit, ce que tu as vu? Je la regarde rapidement avant de revenir à l'autoroute. Parfois, les détails comptent plus que les gens ne le réalisent. Emma hoche la tête lentement, et je vois son expression passer d'enfant confuse à quelque chose de plus sérieux, de plus adulte. Ouais, je peux faire ça. Bravo ma fille. Nous ne parlons pas pendant le reste du trajet, mais je peux sentir le poids de ce qui vient de se passer entre nous, la compréhension tacite que quelque chose de significatif s'est produit ce soir, quelque chose qui nécessite une documentation, une attention et une mémoire. À ce moment-là, ma fille devient mon témoin. La salle d'urgence de l'hôpital Innova Alexandria sent exactement comme tous les hôpitaux dans lesquels je suis allé, du désinfectant industriel essayant de masquer l'odeur sous-jacente de la maladie et de la peur. Les lumières fluorescentes sont trop vives, donnant à tout le monde un aspect pâle et légèrement cadavérique. Il y a une télévision montée dans un coin qui diffuse les nouvelles en sourdine et une machine à café qui a l'air de ne pas avoir été nettoyée depuis l'administration Clinton. Joshua est déjà là, arpentant la salle d'attente comme un animal en cage. Son costume de marque est froissé maintenant, sa cravate desserrée, ses cheveux ébouriffés à force de se les passer dans les mains à plusieurs reprises. Il lève les yeux quand nous entrons, et son visage fait quelque chose de compliqué, un soulagement suivi rapidement par quelque chose d'autre que je ne peux pas tout à fait nommer, de la déception, de la peur. Nicole. Il s'approche de moi, me serre dans ses bras d'une manière qui semble jouer même pendant qu'elle se produit. Dieu merci, tu es là. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Par-dessus son épaule, je vois Emma nous regarder avec une expression qui est bien trop savante pour une enfant de 12 ans. Comment va-t-elle? Je demande, me retirant de l'étreinte. Ils font des tests. Ils ne veulent encore rien me dire. Joshua se passe de nouveau la main dans les cheveux. C'est dingue. Une minute, elle va bien, la minute suivante, elle est par terre. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bien. Sa voix se brise aux bons endroits. Son langage corporel crie au fil dévasté. Si je ne savais pas ce que je sais, je serais complètement convaincu, mais je sais. Et maintenant, je le regarde construire son récit en temps réel. Il sort son téléphone, me montre l'écran. J'ai envoyé des textos à tout le monde, à mon frère Marcus, à ma tante Linda, aux gars de mon bureau. Tout le monde demande ce qui s'est passé. Je jette un coup d'œil au message. Maman s'est effondrée à la fête de Nicole. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Priez pour nous. Le même texto envoyé à au moins 15 personnes. Il construit son alibi, établit son histoire, crée un enregistrement numérique du fils dévoué pris au dépourvu par l'effondrement mystérieux de sa mère. Joshua s'assoit lourdement sur une des chaises de la salle d'attente. Je prends la place à côté de lui. Emma s'assoit de mon autre côté, silencieuse mais alerte. Une infirmière passe, et Joshua l'appelle. Excusez-moi. Avez-vous des nouvelles de Patricia Whitmore? Elle est arrivée il y a environ 30 minutes. L'infirmière vérifie sa tablette. Le médecin viendra vous parler dès que nous aurons plus d'informations. Mais est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va aller bien? Le médecin viendra bientôt, monsieur. Joshua s'affaisse sur sa chaise, et je le regarde attentivement. Il continue de me regarder des regards rapides et furtifs quand il pense que je ne fais pas attention. Il me scrute, vérifiant si mes mains tremblent, étudiant mon visage à la recherche de signes de détresse, cherchant des symptômes parce que dans son plan, c'était moi qui étais censé m'effondrer. C'était moi qui étais censé être conduite d'urgence à l'hôpital. C'était moi qui étais censé mourir pendant qu'il jouait le rôle de mari dévasté. Un homme en blouse passe en poussant un fauteuil roulant vide. Une femme dans le coin tousse sèchement dans un mouchoir. La télévision diffuse silencieusement des images d'un accident de voiture sur la rocade. Et Joshua continue de me regarder, attendant que je montre des signes que le poison fait effet. Je ne comprends tout simplement pas ce qui s'est passé, dit-il à un aide-soignant qui passe. Elle allait bien une minute. 10 minutes plus tard, il le répète à un couple de personnes âgées assises en face de nous. Je ne comprends tout simplement pas ce qui s'est passé. Elle allait parfaitement bien. Encore 10 minutes et il le répète à l'infirmière d'accueil.
Je ne comprends tout simplement pas ce qui s'est passé. Il y a une minute, elle allait bien. Je compte 5 répétitions dans les 30 premières minutes. À chaque fois, sa voix a la même qualité, confuse, dévastée, désespérée d'obtenir des réponses. Quand quelqu'un se répète autant, ce n'est pas le choc du traitement d'un traumatisme. C'est une répétition. C'est pour s'assurer que l'histoire reste cohérente, car l'incohérence est la façon dont les gens se font prendre. C'est la construction d'un récit qui résistera à l'examen minutieux. Je suis assise tranquillement à côté de lui, mon visage affichant une inquiétude appropriée tandis que mon esprit catalogue chaque incohérence, chaque geste calculé, chaque temps de la performance. Emma est assise de l'autre côté de moi, observant également, apprenant également, voyant également que parfois les personnes qui sont censées vous aimer sont les plus dangereuses. Un médecin émerge après 40 minutes, fin de la trentaine. Des cernes sous les yeux suggèrent qu'elle est de service depuis trop longtemps, portant des vêtements de bloc qui ont connu des jours meilleurs. Elle porte une tablette et affiche une expression soigneusement neutre. Famille de Patricia Whitmore? Joshua se lève immédiatement. C'est ma mère? Est-ce qu'elle va bien? Que s'est-il passé? Le médecin jette un coup d'œil entre nous et je la vois mesurer, évaluer à qui s'adresser. Votre mère est stable. Nous avons commencé le traitement et elle répond bien. Oh, Dieu merci. Le soulagement de Joshua semble sincère. Peut-être l'est-il. Sa mère n'était pas censée être celle empoisonnée après tout. Qu'est-ce que c'était? Que lui est-il arrivé? Le médecin choisit ses mots avec soin, observant nos visages. Nous sommes encore en train d'effectuer un panel complet, mais les résultats toxicologiques préliminaires suggèrent un possible empoisonnement aux alcaloïdes. Plus précisément, quelque chose de cohérent avec l'aconite ou une neurotoxine similaire. Le mot flotte dans l'air comme de la fumée. Empoisonnement? Le visage de Joshua traverse une série d'expressions, confusion, choc, incrédulité. Empoisonnement? C'est impossible. Comment aurait-elle? Il s'interrompt, semblant sincèrement ébranlé. Je m'avance calmement. Elle n'a bu qu'une gorgée de champagne chez nous, docteur. Peut-être 2 au maximum. Réaction ultra rapide, non? Genre en moins d'1 minute. Le médecin hoche lentement la tête, ses yeux se posant sur moi avec intérêt. Oui, ce délai correspond à un empoisonnement aigu provenant d'une source concentrée. Si elle a été ingérée, elle aurait été dans ce qu'elle a consommé le plus récemment. Vous pensez que c'était le champagne? La voix de Joshua s'élève légèrement. C'est insensé. Tout le monde buvait du champagne à la fête. Personne d'autre n'est tombé malade. Je regarde ses yeux pendant qu'il le dit. Pendant une fraction de seconde, moins d'un battement de cœur, il se pose sur moi, calculant, évaluant, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Puis il se reprend et le masque du fil confus se remet en place. Ouais, dis-je, lui adressant un petit sourire amical. Insensé. Le médecin explique que Patricia sera gardée en observation pendant la nuit, qu'ils effectuent un panel toxicologique complet, qu'ils doivent surveiller sa fonction cardiaque et ses réponses neurologiques. Avec ce type d'empoisonnement, nous devons être minutieux. Le composé que vous avez mentionné, l'aconite, ce n'est pas quelque chose que nous voyons souvent. C'est hautement toxique, à action rapide. Elle a de la chance de ne pas en avoir consommé plus. Chanceuse. Le mot résonne dans ma tête. Patricia a de la chance parce que je me suis assuré qu'elle ne prenne qu'une grosse gorgée avant que les symptômes ne se manifestent. Si j'avais attendu plus longtemps, si je l'avais laissé finir le verre, elle n'aurait peut-être pas eu autant de chance. Joshua pose plus de questions, protocole de traitement, calendrier de rétablissement, heure de visite. Le médecin répond patiemment, professionnellement. Puis elle s'excuse, promettant de nous tenir au courant dès qu'ils auront plus d'informations. Dès qu'elle est partie, Joshua se rassied à côté de moi. Il pose sa main sur mon genou, geste de mari soutenant, le vocabulaire physique du partenariat et de l'inquiétude. Je suis tellement content que tu sois là, dit-il doucement, me regardant dans les yeux avec une expression qui ferait fondre les cœurs si ces cœurs ne savaient pas ce que je sais. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est à ce moment-là que tout s'éclaire avec une parfaite clarté cristalline. Il n'est pas soulagé que sa mère ait survécu. Il est confus qu'elle se soit effondrée à ma place. Et maintenant, il me scrute à la recherche de symptômes, vérifiant si j'ai peut-être bu dans ce verre aussi. Si le poison agit peut-être plus lentement dans mon système, si son plan est peut-être encore récupérable.
Il regarde mes mains pour voir si elles tremblent, étudie mon visage pour y déceler de la puissance ou de la détresse, observe ma respiration pour y déceler des signes de difficulté respiratoire. Il attend que je m'effondre parce que, dans son esprit, c'était moi qui étais censé être sur cette civière. C'était moi qui étais censé avoir le rapport toxicologique et le pronostic incertain. C'était moi qui étais censé mourir pendant qu'il jouait au veuf éploré et hérité de 17 millions de dollars. Je lui serre la main en retour, imitant son expression inquiète. Nous allons surmonter ça ensemble. Il sourit. Un soulagement sincère l'envahit. Et dans ce sourire, je vois tout. Il pense qu'il est en sécurité. Il pense que je ne sais pas. Il pense que l'échange de verres était une coïncidence. Que je n'ai aucune idée de ce qu'il a mis dans mon champagne. Qu'il a encore le temps d'ajuster son plan et de réessayer. Ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne peut absolument pas savoir encore, c'est que mon esprit est déjà passé du choc au chirurgical, du réactif au stratégique. Je ne vais pas seulement survivre à ça. Je vais documenter chaque mouvement qu'il fera, chaque mensonge, chaque incohérence, chaque geste calculé. Et quand tout cela sera révélé, et ce sera révélé, personne ne pourra nier ce qu'il a essayé de faire. Emma bouge à côté de moi, et je sens sa petite main se glisser dans la mienne. Elle serre une fois, un message silencieux de solidarité. Le téléphone de Joshua vibre avec un autre texto. Il le lit, tape une réponse, ses pouces se déplaçant rapidement sur l'écran, construisant son récit, diffusant son histoire, créant la fiction du fils dévoué et du mari aimant pris dans une tragique et inexplicable urgence. Je suis assise là, tenant la main de ma fille, regardant mon mari simuler l'inquiétude tout en planifiant mon meurtre, et je me dis, tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. Nous rentrons à la maison juste après minuit. Emma est épuisée, l'adrénaline de la soirée s'est finalement dissipée. Elle se change en pyjama sans qu'on le lui demande, se brosse les dents et se couche sans ses négociations habituelles concernant le temps d'écran ou un chapitre de plus. Bonne nuit, maman, marmonne-t-elle, déjà à moitié endormie. Je l'embrasse sur le front, remonte sa couverture et reste un moment dans l'embrasure de sa porte, à la regarder respirer. Ma fille, inconsciente de la façon dont elle a failli me perdre ce soir, inconsciente que l'homme qu'elle appelle son beau-père a essayé de tuer sa mère. Joshua était toujours à l'hôpital. Il a envoyé un texto il y a 1 heure disant qu'il voulait rester jusqu'à ce que Patricia soit transférée dans une chambre normale, qu'il se ferait ramener à la maison par son frère Marcus. J'ai répondu avec un message de soutien lui disant de prendre tout le temps dont il a besoin, d'être là pour sa mère, que je m'assurerais qu'Emma se couche en toute sécurité, la femme parfaite, la partenaire compréhensive, la femme qui n'a aucune idée que son mari vient d'essayer de la tuer. Je ferme doucement la porte d'Emma et descends le couloir jusqu'à mon bureau à domicile, la pièce qui était auparavant une chambre d'amis avant que je ne la transforme en mon espace de travail il y a 5 ans. Bureau face à la fenêtre, classeur le long d'un mur, étagère remplie de documents de recherche et de manuels techniques. Mon ordinateur portable est exactement là où je l'ai laissé ce matin, il y a une éternité, avant la fête, avant le poison, avant que tout ne change. Je ferme la porte à clé derrière moi, m'assois sur ma chaise et commence à tirer les ficelles, le genre financier, le genre qui dénoue des vies entières quand on les tire avec assez de force. J'ouvre mon ordinateur portable et navigue vers mon compte bancaire. La vente du brevet a été conclue il y a 3 jours. 17 millions de dollars sur mon compte courant personnel en attente d'être correctement répartis en investissement et en fiducie. Le chiffre ne semble toujours pas réel. Je continue à m'attendre à voir une virgule décimale au mauvais endroit, un zéro supplémentaire qui ne devrait pas être là. Mais c'est réel. C'est à moi. Et selon les documents qui se trouvent dans ma boîte de réception, c'est à moi légalement, uniquement, complètement. Je consulte le contrat d'exploitation de ma SARL, la société que j'ai créée il y a 6 ans lorsque mes recherches sont passées du théorique au potentiellement rentable. Joshua n'est mentionné nulle part, ni en tant que membre, ni en tant que dirigeant, ni même en tant que partie intéressée. Lorsque nous nous sommes mariés il y a 10 ans, mon avocate, une femme perspicace nommée Margaret Chin, qui m'avait aidé à déposer mon premier brevet provisoire, m'a assise et m'a dit 5 mots qui m'ont sauvé la vie ce soir: protégez votre propriété intellectuelle. Toujours. Alors, je l'ai fait. J'ai gardé mes recherches séparées, j'ai créé ma SARL avant le mariage, je me suis assuré que chaque dépôt de brevet, chaque accord de licence, chaque contrat soit à mon seul nom. À l'époque, Joshua avait été favorable. Bien sûr, avait-il dit, ton travail est le tien. Je n'essaierai jamais de m'attribuer le mérite de ce que tu as construit.
Il avait même suggéré que nous fassions un contrat de mariage pour que tout soit parfaitement clair, juste pour nous protéger tous les deux, avait-il dit, pour qu'il n'y ait jamais de questions. Je pensais que c'était mature, responsable, la marque d'un partenariat construit sur le respect et l'indépendance. Maintenant, je le comprends différemment. Il ne nous protégeait pas tous les deux. Il s'assurait qu'en cas de divorce, il n'obtiendrait pas mon brevet, mon argent, mon succès, parce qu'il planifiait déjà ma mort à la place. Je consulte notre contrat de mariage, 23 pages de langage juridique qui se résume à ceci, ce qui est à moi, ce qui est à lui est à lui. En cas de divorce, Joshua obtiendrait sa part des biens matrimoniaux, la maison de ville que nous avons achetée ensemble, d'une valeur actuelle d'environ 600 000 $ avec 400 000 $ encore dus sur l'hypothèque, notre compte d'épargne commun avec 42 000 $, éventuellement une pension alimentaire limitée pendant quelques années, puisque j'ai été la principale source de revenus. Mais il n'obtient pas mon brevet, n'obtient pas mes 17 millions, n'obtient pas le flux de redevances qui générera encore 2 à 3 millions au cours de la prochaine décennie, à moins que je ne sois morte. Je navigue vers mon dossier de documents et ouvre mon testament. Mis à jour pour la dernière fois il y a 5 ans, peu après le 7e anniversaire d'Emma, je me souviens d'être assise dans le bureau de Margaret en train de discuter des arrangements de tutelle et de la répartition des biens, essayant de penser à la mortalité en termes abstraits qui ne me tiendraient pas éveillé la nuit. Le langage est clair. En cas de mon décès, tout revient à Joshua en tant que conjoint survivant, la maison de ville, l'épargne, les brevets, les redevances, la police d'assurance vie d'une valeur de 2 millions supplémentaires. Tout. J'ai écrit ça quand je croyais encore que Joshua m'aimait pour d'autres raisons que mon potentiel de gain, quand je pensais que nous étions des partenaires construisant une vie ensemble, quand je lui faisais confiance avec ma fille, ma maison, mon avenir. Ce testament est toujours actif, toujours juridiquement contraignant, parce que je ne l'ai pas mis à jour depuis la vente du brevet, je ne l'ai pas révisé pour refléter ma nouvelle réalité financière, je n'ai rien changé. Si j'étais morte ce soir, si Patricia n'avait pas bu ce poison à ma place, Joshua aurait tout hérité. 17 millions de $ plus les redevances plus l'assurance vie plus la propriété. 19 millions de $, plus ou moins, tous à lui. Mes mains tremblent. Je les force à s'immobiliser. Je presse mes paumes à plat contre le bureau et me concentre sur la respiration. Inspiration pendant 4 temps, maintien pendant 4 temps. Expiration pendant 4 temps. La technique que j'ai apprise à l'université lorsque les crises de panique menaçaient de faire dérailler ma soutenance de thèse. Je ne peux pas me permettre la panique en ce moment. J'ai besoin de clarté. J'ai besoin d'information. J'ai besoin de comprendre exactement à quoi j'ai affaire. J'ouvre un nouvel onglet de navigateur et navigue vers le profil LinkedIn de Joshua. Consultant en affaires stratégiques et conseiller en investissement, lit-on dans son titre. Sa photo de profil le montre en costume, les bras croisés, avec un sourire confiant. Son résumé est rempli de mots à la mode, solutions synergiques, optimisation de la valeur, partenariat de croissance stratégique. Il a l'air impressionnant, professionnel, réussi. J'ouvre nos relevés de cartes de crédit commun, ce qui arrive à mon adresse électronique parce que je suis le titulaire principal de la carte. Je commence à parcourir les frais des 3 derniers mois, déjeuner dans des restaurants chers avec des clients potentiels, fourniture de bureaux chez Staples, abonnement à des logiciels pour les outils de gestion de projet, renouvellement du nom de domaine du site web strategicgrowthadvisor.com. Puis je consulte notre compte courant commun, celui dans lequel je dépose de l'argent tous les mois pour couvrir les dépenses du ménage. Je verse 6 000 $ par mois, ce qui est suffisant pour l'hypothèque, les services publics, l'épicerie, les activités d'Emma. Joshua était censé contribuer à hauteur de 3 000 $ provenant des revenus de son entreprise, sauf que ses contributions ont diminué, 2 000 $ le mois dernier, 1 500 $ le mois précédent, 800 $ en septembre, rien en août. J'ouvre une feuille de calcul et commence à suivre. Je consulte 12 mois de relevés. Je commence à catégoriser les dépenses. Ces déjeuners d'affaires coûtent en moyenne 1 200 $ par mois. Ces dépenses de bureau 800 $ par mois. Ces frais de développement commercial encore 1 000 $ par mois. 3 ans de données brosse un tableau qui me serre l'estomac. Sa société de conseil ne génère pas de revenus. Elle perd de l'argent, des pertes mensuelles d'une moyenne de 8 000 $, 3 ans de pertes totalisant plus de 200 000 $. Mes revenus subventionnent son fantasme d'être un entrepreneur prospère. Chaque dépôt que j'ai effectué sur notre compte commun, chaque paiement de carte de crédit que j'ai couvert, chaque fois que j'ai payé l'hypothèque parce que ses factures étaient en retard,
tout cela servait à soutenir une entreprise qui n'existe pas réellement. Je trouve un dossier sur notre lecteur partagé intitulé « Document d'affaires, Joshua ». Je l'ouvre. À l'intérieur se trouvent des demandes de prêt. Il n'a jamais mentionné une ligne de crédit de 30 000 $, des avances de fonds sur carte de crédit au taux d'intérêt maximal de 23%, des avis de retard de paiement de fournisseurs dont je n'ai jamais entendu parler. Et des courriels, des douzaines de courriels entre Joshua et son frère Marcus. J'ouvre le fil de discussion le plus récent datant d'il y a 4 mois. Marcus, tu es dans le pétrin, mec. Ce prêt-relais arrive à échéance en décembre. 40 000 plus les intérêts. Joshua, j'ai compris, Marcus. J'y travaille. Marcus, l'accord de brevet de Nicole se rapproche. Joshua, se rapprocher ne me rembourse pas mon argent. Tu as besoin d'un plan, Joshua. Joshua, j'ai un plan. Fais-moi confiance, Marcus. Marcus, tes plans n'ont pas été exactement rentables jusqu'à présent. Tu te souviens du truc de la crypto? Du truc du développement d'applications? Tu es à 0 sur 6, mon frère. Joshua, c'est différent. C'est solide. Donne-moi juste jusqu'à la fin de l'année. Marcus, fin de l'année, alors on aura un problème. Les tarifs familiaux ne vont pas plus loin. Je me rassois sur ma chaise, le cœur battant la chamade. Marcus n'est pas seulement un prêteur prédateur. C'est le créancier de Joshua. Joshua doit 40 000 $ à son frère avec des intérêts dus en décembre, dans 6 semaines. J'ouvre un autre fil de discussion par email. Celui-ci entre Joshua et sa mère, Patricia. Patricia, les gens de la copropriété menacent de nouveau de saisie. J'ai besoin d'au moins 15 000 $ pour rattraper le retard sur la deuxième hypothèque. Joshua, maman, je t'ai dit que je ne pouvais pas continuer comme ça. J'ai mes propres problèmes. Patricia, tu es mon fils. La famille s'entraide quand ton père était vivant. Joshua, papa t'a laissé endetté parce qu'il ne pouvait pas te dire non. Je ne ferai pas la même erreur. Patricia, alors tu vas les laisser prendre ma maison après tout ce que j'ai fait pour toi? Joshua, je travaille sur quelque chose. Gros argent à venir. Attends juste jusqu'en décembre. Patricia, je n'ai pas jusqu'en décembre. J'ai jusqu'à la fin de ce mois. Joshua, alors débrouille-toi. Prends une autre carte de crédit. Emprunte à tante Linda. Je ne peux pas t'aider en ce moment. Je continue à lire, à tirer des fils. Le tableau qui se dégage est dévastateur dans sa clarté. Patricia a 2 hypothèques sur un appartement en copropriété à Fairfax qui vaut moins que ce qu'elle doit. Elle a 3 mois de retard sur la deuxième hypothèque et risque la saisie. Elle a une BMW X5 avec des paiements mensuels de 9 cents $. Elle a du mal à payer des cartes de crédit plafonnées à plus de 60 000 $ dans 5 banques différentes, financement médical pour des interventions esthétiques, Botox, produits de comblement, une sorte de lifting non chirurgical qui a coûté 8 000 $. Elle vit au-dessus de ses moyens depuis des années, conservant l'apparence de la richesse tout en se noyant financièrement. Et elle a fait pression sur Joshua pour qu'il la sorte de là. Joshua, qui se noie dans ses propres dettes, qui doit 40 000 $ à son frère, qui a perdu de l'argent pendant 3 ans dans une fausse entreprise de conseil, qui n'a pas d'issue avant que je ne vende mon brevet pour 17 millions de $, de l'argent auquel il ne peut pas accéder en cas de divorce à cause de notre contrat de mariage, de l'argent qui est légalement uniquement le mien, de l'argent qui résoudrait tous les problèmes financiers que lui et sa mère ont, à moins que je ne meure. La réalisation me frappe avec une force physique. Je ne suis pas Nicole, la femme. Je ne suis pas Nicole, la partenaire. Je suis Nicole, la solution. Je suis le distributeur automatique de billets qui a juste besoin d'arrêter de fonctionner pour qu'il puisse faire un retrait. Ma mort n'est pas personnelle. Il ne s'agit pas d'amour, de trahison ou de colère. C'est des mathématiques. C'est une feuille de calcul où ma mort apparaît dans la colonne des actifs et résout tous les problèmes de la colonne des passifs, la dette commerciale de Joshua, la saisie de Patricia, le prêt de Marcus. Tout cela disparaît si je meurs et que Joshua hérite de 17 millions de $. Ce n'était pas de la passion. Ce n'était pas de la rage. C'était de la planification, du désespoir, peut-être même une conspiration familiale. Patricia connaissait les problèmes financiers de Joshua, connaissait la vente du brevet, savait que ma mort sauverait son appartement et son style de vie. Connaissait-elle le poison? A-t-elle participé?
Ou était-elle juste une bénéficiaire qui a choisi de ne pas poser trop de questions? J'ouvre un nouveau document et je commence à taper, à créer une chronologie, à documenter tout ce que j'ai trouvé, relevés bancaires, fil de discussion par email, documents de prêt, solde de carte de crédit. Je fais des captures d'écran de tout, je l'enregistre sur un lecteur cloud auquel moi seul peux accéder, je protège les fichiers par un mot de passe. Au moment où j'ai fini, le ciel à l'extérieur de ma fenêtre vire au gris avec la lumière d'avant l'aube. Je suis dans mon bureau depuis 4 heures. J'ai mal au dos, les yeux me brûlent, mes mains sont crispées à force de taper. Mais j'ai une image financière complète de la raison pour laquelle mon mari a essayé de me tuer ce soir. Et je me fais une promesse. Ils ont présenté ma mort comme une transaction commerciale. Maintenant, je vais démanteler leur vie comme un projet de recherche, méthodiquement, complètement, avec une documentation qui ne peut être contestée. Je ferme mon ordinateur portable, je déverrouille la porte de mon bureau, je me dirige silencieusement vers la cuisine et je commence à faire du café. Quand Joshua rentre à la maison 1 heure plus tard, je suis assise à la table de la cuisine en train de lire les nouvelles sur ma tablette, fraîchement douchée, avec l'air d'une femme qui a dormi paisiblement toute la nuit. « Comment va Patricia ?» Je demande, ma voix pleine d'inquiétude. Il a l'air épuisé, vaincu. Stable. Il la garde un jour de plus en observation. C'est bien. Je suis contente qu'elle aille bien. Je me lève, je lui sers du café, je le lui tends comme l'épouse attentionnée que je fais semblant d'être. Tu dois être épuisé. Pourquoi tu ne vas pas dormir un peu? Il prend le café, étudie mon visage, cherchant toujours des symptômes, attendant toujours que je m'effondre. Ouais, dit-il finalement. Ouais, je crois que je vais faire ça. Il monte à l'étage. J'entends la porte de la chambre se fermer et je me rassieds à la table de la cuisine en sirotant mon café, en pensant aux feuilles de calcul, au poison et au prix de la cupidité. Ils ont besoin que je sois morte, mais je suis bien vivante. Et maintenant, je sais exactement pourquoi ils sont assez désespérés pour tuer. J'attends que la porte de la chambre de Joshua se ferme et que j'entende la douche commencer à couler avant de sortir mon téléphone. Mes mains sont plus fermes qu'elles ne devraient l'être. Peut-être un choc, peut-être de l'adrénaline, peut-être la clarté froide qui vient de la compréhension exacte de ce à quoi on a affaire. Je fais défiler mes contacts et je trouve le numéro de Margaret Chin, mon avocate, la femme qui a sauvé ma propriété intellectuelle il y a 10 ans, la femme qui est sur le point de me sauver la vie. Il est 6 heures du matin. La plupart des gens attendraient les heures de bureau, mais Margaret n'est pas comme la plupart des gens, et ce n'est pas une situation qui peut attendre les heures de bureau. Elle répond à la 2e sonnerie. Nicole? Sa voix est alerte, sans aucune trace de sommeil. Tout va bien? Non. Je garde la voix basse, je me déplace vers le coin le plus éloigné de la cuisine où les tuyaux d'eau dans les murs étoufferont tout bruit provenant de l'étage. J'ai besoin d'aide. Une aide juridique. Aujourd'hui. Il y a une brève pause. J'entends ce qui ressemble à une cafetière en arrière-plan, le bruissement de papier. Dis-moi. Alors je le fais. Je lui raconte tout, la fête, la petite fiole ambrée que j'ai vu Joshua sortir de sa veste, les 3 gouttes qu'il a versées dans la flûte à champagne de ma grand-mère, la façon dont j'ai échangé les verres avec Patricia, son effondrement, l'hôpital, le rapport toxicologique confirmant l'empoisonnement aux alcaloïdes, l'enquête financière que j'ai menée hier soir, les dettes croissantes de Joshua, la saisie de Patricia, les prêts prédateurs de Marcus, le calcul mathématique qui fait que ma mort vaut 19 millions de dollars. Margaret n'interrompt pas, ne halète pas, n'exprime ni choc ni incrédulité. Elle écoute simplement avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui a déjà entendu des choses terribles et qui sait comment y répondre. Quand j'ai fini, il y a une pause. Puis, d'accord, nous passons en mode défense totale aujourd'hui. Sa voix est stable, clinique, exactement ce dont j'ai besoin. Pas de sympathie ou d'horreur, mais de la stratégie. Première chose, continue-t-elle, et je peux l'entendre taper maintenant, des frappes rapides, nous devons établir votre compétence cognitive avec une évaluation indépendante. Si Joshua est assez désespéré pour vous empoisonner, il est assez désespéré pour essayer de vous faire déclarer incompétente, de vous placer sous tutelle ou curatelle où il contrôlerait vos biens et vos décisions médicales. Mon estomac se serre. Il peut faire ça? S'il peut convaincre un juge que vous êtes en déclin mental ou que vous prenez des décisions irrationnelles, oui. Cela s'est déjà fait, généralement avec des parents âgés, mais la loi s'applique à tout le monde. Et avec 17 millions de dollars en jeu,
il essaiera. Elle fait une pause. J'appelle le docteur Sarah Feldman. C'est une neuropsychologue spécialisée dans les évaluations de compétences. Elle a témoigné dans 75 affaires de tutelle. Ces évaluations sont juridiquement à toute épreuve. Pouvez-vous être à son bureau à 9 heures? Je jette un coup d'œil à l'horloge. 3 heures? Oui. Bien. Je vous enverrai l'adresse par SMS. Apportez votre permis de conduire et votre carte d'assurance. L'évaluation prendra de 3 à 4 heures. Elle testera la mémoire, la fonction cognitive, la capacité de prise de décision, tout. À la fin, vous aurez une documentation juridiquement contraignante que vous êtes pleinement compétente pour gérer vos propres affaires. D'accord. Je prends des notes sur une serviette en papier avec un stylo du tiroir à bric-à-brac. Quoi d'autre? Planification successorale. Votre testament actuel laisse tout à Joshua. Nous devons changer cela immédiatement. Je rédige de nouveaux documents aujourd'hui, des fiducies irrévocables qui excluent Joshua et Patricia nommément, une fiducie familiale avec Emma comme bénéficiaire, un fiduciaire d'entreprise gérant tout. Joshua ne pourra pas toucher à vos biens même s'il vous arrive quelque chose. Le soulagement qui m'envahit est presque physique. À quelle vitesse pouvons-nous faire ça? Document rédigé d'ici la fin de la journée. Signature demain matin. Entrée en vigueur immédiate. Encore plus de frappes. Je place également des alertes de fraude sur tous vos comptes financiers, des lettres à chaque banque expliquant qu'il y a eu des tentatives de transactions frauduleuses et qu'aucun changement ne devrait être traité sans confirmation directe de vous et moi. Nous rendons l'accès à votre argent si compliqué qu'il aurait besoin d'une ordonnance du tribunal. J'entends la douche se couper à l'étage. Joshua va bientôt descendre. Il y a encore une chose, dis-je tranquillement. J'ai besoin de preuves tout de suite. C'est ma parole contre la sienne sur ce que j'ai vu. J'ai besoin de documentation sur ce qu'il fait. Caméra de sécurité, dit immédiatement Margaret. Je connais une entreprise. Ils peuvent installer aujourd'hui des caméras dans votre bureau, votre chambre, les espaces communs. Activées par le mouvement, sauvegardées dans le cloud, admissibles au tribunal. S'il essaie autre chose, nous l'aurons en vidéo. Faites-le. Et Nicole. Sa voix s'adoucit légèrement. Vous devez agir complètement normalement. Ne le confrontez pas. Ne lui faites pas savoir que vous soupçonnez quoi que ce soit. Documentez simplement tout et laissez-moi gérer le travail juridique. Pouvez-vous faire ça? Je pense à m'asseoir en face de Joshua au dîner ce soir, à dormir dans la même maison, à faire semblant que tout va bien tout en sachant qu'il a essayé de me tuer. Oui, je peux faire ça. Bien. Envoyez-moi un SMS quand vous serez en route pour le bureau du docteur Feldman. Nicole, vous avez fait la bonne chose en m'appelant. Le bureau du docteur Sarah Feldman est dans un immeuble médical à Bethesda, à 40 minutes de chez moi. Je dis à Joshua que je vais vérifier quelques problèmes d'équipement de laboratoire, un mensonge qui vient plus facilement qu'il ne le devrait. Il lève à peine les yeux de son téléphone, se contente de hocher la tête et dit qu'il dormira probablement la majeure partie de la journée. Le docteur Feldman a peut-être 55 ans avec des cheveux argentés coupés au carré et des lunettes qui lui donnent l'air de devoir être dans un catalogue de bibliothèque. Son bureau est bordé de livres et calme avec 2 chaises confortables et un bureau couvert de matériel d'évaluation. Margaret a expliqué la situation, dit-elle après que nous nous soyons installés. Je veux que vous sachiez que cette évaluation est complètement objective. Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit sauf votre état cognitif réel, quel qu'il soit. Je comprends. Bien. Commençons. Les 3 heures suivantes sont les plus épuisantes mentalement de ma vie. Elles commencent par des tests de mémoire, me donnent des listes de mots à répéter immédiatement, puis me les redemandent 5 minutes plus tard, puis 20 minutes plus tard. Certaines listes, je m'en souviens parfaitement, d'autres, je bute, mélangeant l'ordre ou oubliant des mots complètement. C'est normal, m'assure-t-elle. Personne n'a une mémoire parfaite. Elle passe à la résolution de problèmes, me montre des motifs de forme et de chiffres, me demande d'identifier ce qui vient ensuite. Certains sont évidents, d'autres nécessitent une réelle réflexion, le genre de reconnaissance de motifs que j'utilise dans la recherche lorsque les données n'ont pas de sens immédiat. Puis le raisonnement spatial. Elle me donne des figures complexes à copier, des cadrans d'horloge à dessiner montrant des heures spécifiques, des puzzles tridimensionnels à faire pivoter mentalement. Comptez à rebours à partir de 100 par 7, dit-elle, un stylo pointé sur ses notes.
100, 93, 86, 79. Je continue jusqu'à ce que j'atteigne 2, mon cerveau travaillant à plein régime pour suivre les mathématiques tout en gérant le stress d'être évalué. Elle pose des questions sur l'actualité. Qui est le président? Qui sont les sénateurs de Virginie? Quelles sont les grandes nouvelles qui ont dominé les manchettes récemment? Question de géographie, capitale de la France? Emplacement d'une île? Quel pays borde l'Allemagne? Expliquez-moi ce proverbe, les personnes qui vivent dans des maisons de verre ne devraient pas jeter de pierres. Cela signifie que vous ne devriez pas critiquer les autres pour les défauts que vous avez vous-même. Si vous êtes vulnérable, n'attaquez pas. Elle hoche la tête, écrit quelque chose, passe au suivant. Que signifie-t-il quand quelqu'un dit « Ne pleurez pas sur le lait renversé » ? Ne perdez pas de temps à être contrarié par des choses qui se sont déjà produites et qui ne peuvent pas être changées. Avancez au lieu de vous attarder sur les erreurs. Plus de tests, de similitudes et de différences, en quoi une pomme et une orange se ressemblent-elles? En quoi sont-elles différentes? Raisonnement logique, si tous les bloops sont des Razzles et que tous les Razzles sont des Laszlo, tous les bloops sont-ils définitivement des Laszlo? Mon cerveau a l'impression d'être essoré, mais je persévère, je réponds à chaque question, j'accomplis chaque tâche. Finalement, après ce qui me semble une éternité, le docteur Feldman pose son stylo. Nous avons terminé la partie évaluation. Laissez-moi les noter, puis nous en parlerons. Elle travaille en silence pendant 15 minutes, entrant des chiffres dans un programme informatique, vérifiant les références par rapport à des tableaux standardisés. Je suis assise dans le bureau silencieux, écoutant l'horloge tic-taquer sur le mur, me demandant si tout mon avenir dépend de la reconnaissance des formes et du comptage à rebours. Très bien. Elle se tourne vers moi et son expression est neutre, mais pas désagréable. D'après cette évaluation, vous ne présentez aucun signe de trouble cognitif. Votre mémoire est excellente, dans le 95e centile pour votre tranche d'âge. Vos compétences en raisonnement et en résolution de problèmes sont exceptionnelles, ce qui est logique compte tenu de votre formation scientifique. Votre conscience spatiale est supérieure à la moyenne. Votre base de connaissances est solide. Il n'y a absolument aucune indication de démence, de déclin des capacités mentales ou de toute condition qui vous empêcherait de gérer vos propres affaires. Le soulagement est si intense que je me sens étourdi. Donc, si quelqu'un essayait d'affirmer que je n'étais pas compétente, cette évaluation arrêterait immédiatement cette affirmation. Elle imprime un document, le signe avec un geste ample et me le tend. Il s'agit d'un document médical juridiquement contraignant qui atteste que vous êtes pleinement capable de prendre vos propres décisions, financières, médicales, personnelles. J'en envoie également une copie notariée à Margaret. Je prends le document avec des mains tremblantes. Merci. De rien. Elle marque une pause. Margaret m'a dit que quelqu'un pourrait vous cibler financièrement. Je ne dis pas ça d'habitude, mais soyez prudente, Dr Whitmore. Les gens font des choses terribles pour de l'argent. Je sais, dis-je doucement. Je suis en train d'apprendre à quel point c'est terrible. Au moment où je rentre à la maison, il est plus de 14 heures. Joshua est réveillé, assis à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert, entouré de papiers qu'il referme précipitamment quand j'entre. « Comment va le matériel de laboratoire » demande-t-il. « Réparé. Juste un problème de calibration. » Le mensonge vient facilement maintenant. Je deviens bonne à ça. La performance de la normalité, le jeu d'acteur nécessaire pour survivre dans sa propre maison. Mon téléphone vibre. Un texto de Margaret, la société de sécurité sera là à 16 heures. Dis à Joshua qu'ils installent un système de sécurité amélioré. J'ai déjà réglé le paiement. Je jette un coup d'œil à Joshua. Au fait, j'ai programmé une société de sécurité pour qu'elle vienne cet après-midi. Pour améliorer le système. Avec toute la couverture médiatique sur la vente du brevet, Margaret a pensé qu'il serait intelligent de renforcer la protection. Joshua hoche lentement la tête. Bonne idée. On n'est jamais trop prudent. Oh, je pense, en le regardant. On ne l'est vraiment pas. La technicienne en sécurité arrive à 16 heures, exactement. Une femme professionnelle nommée Kim qui parle doucement avec Joshua de caméras et de détecteurs de mouvement tout en installant exactement ce que Margaret a spécifié, des caméras dans mon bureau que Joshua ne peut pas voir, des caméras dans la chambre à coucher orientées pour capturer les 2 tables de chevet, des caméras dans la cuisine couvrant la cafetière, les verres, le distributeur d'eau. Chaque point d'entrée,
chaque moment vulnérable, chaque opportunité pour Joshua de réessayer. Au moment où Kim part à 18h30, notre maison est câblée pour la surveillance. Et Joshua n'a aucune idée que chacun de ses mouvements est maintenant enregistré, horodaté et sauvegardé sur un serveur cloud auquel seul Margaret et moi pouvons accéder. Ce soir-là, je commence à tenir un journal, un enregistrement détaillé, horodaté de tout, ce que Joshua dit, comment il agit, quand il quitte la maison, qui il appelle, chaque moment suspect, chaque interaction étrange, chaque geste calculé. Je ne me protège plus seulement moi-même. Je construis un dossier, je collecte des données, je documente des preuves parce que Joshua n'a pas épousé une victime. Il a épousé une scientifique. Et les scientifiques savent comment mener des expériences, collecter des données et prouver des hypothèses. Son hypothèse, je vaux plus morte que vivante. Mon hypothèse, je vais systématiquement démanteler sa vie de la même manière qu'il a essayé de mettre fin à la mienne. Et au moment où j'aurai fini, il souhaitera ne jamais avoir acheté cette fiole de poison. Les caméras de sécurité sont mises en service à 7 heures le lendemain matin. Je suis assise à la table de la cuisine en train de boire du café quand Margaret m'envoie un texto. Confirmation. Système actif. Tous les flux sont enregistrés sur un stockage cloud sécurisé. Code d'accès envoyé à votre email crypté. Joshua dort encore à l'étage. Emma est à l'école. La maison est calme, sauf le bourdonnement du réfrigérateur et le craquement occasionnel du vieux bois qui se tasse. J'ouvre mon ordinateur portable et je navigue jusqu'à l'email crypté mentionné par Margaret. À l'intérieur, il y a des codes d'accès, des mots de passe et un lien vers le portail de sécurité. Je clique et soudain, je regarde 6 flux de caméras différents montrant divers angles de notre maison, mon bureau, la chambre à coucher, la cuisine, le salon, tous vides pour le moment, mais prêts à capturer ce qui se passera ensuite. Margaret appelle 10 minutes plus tard. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ce n'est pas entièrement vrai, mais c'est fonctionnel. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape est que nous créons quelque chose d'irrésistible pour Joshua à trouver. Quelque chose qui lui fasse croire qu'il a trouvé comment accéder à votre argent. Elle marque une pause et j'entends le bruit de la circulation en arrière-plan. Elle est dans sa voiture, probablement en route vers le bureau. J'appelle ça le protocole du pot de miel. Nous allons tendre un piège qui est si parfait qu'il ne pourra pas résister à la tentation. Je vous écoute. Rencontrez-moi à SunTrust à Tison Corner à 10 heures. Apportez votre permis de conduire. Nous ouvrons un nouveau compte. La banque est calme un jeudi matin. Quelques clients âgés, un jeune couple ouvrant ce qui ressemble à leur premier compte joint, un homme d'affaires en costume effectuant une transaction au guichet. Margaret est déjà là quand j'arrive, assise dans une des chaises de la salle d'attente avec sa mallette sur les genoux. Pile alors, dit-elle en se levant. Allons-y. Une représentante de la banque, une femme nommée Sharon avec des yeux bienveillants et un sourire entraîné, nous conduit à son bureau. Margaret fait la plupart de la conversation, expliquant que j'ai besoin d'un nouveau compte courant à des fins de planification successorale. Sharon hoche la tête, affiche des formulaires sur son ordinateur, demande ma pièce d'identité. 20 minutes plus tard, j'ai un nouveau compte courant chez SunTrust. Numéro de compte se terminant par 7392. Solde actuel $50. Exactement 50? Je demande à Margaret en retournant à nos voitures. Exactement 50. Assez pour avoir l'air légitime, pas assez pour avoir une importance réelle. Si quelqu'un essaie de transférer de l'argent de ce compte, il essaiera de voler $50 au lieu de 17 millions de dollars. Mais le crime est le même, accès non autorisé, tentative de vol, fraude. Le montant ne change pas les accusations. Elle sort un dossier de sa mallette et me le tend. Ce sont vos faux documents de planification successorale. Procuration qui accorde l'accès au compte 7392 et à rien d'autre, résumé financier énumérant de faux comptes avec de faux soldes. Le seul numéro de compte réel est celui de SunTrust avec $50. Je feuillette les documents. Ils ont l'air tout à fait légitimes, langage juridique approprié, formaté correctement, cachet et signature d'apparence officielle. Il pensera que c'est réel. C'est le but. Et enfoui dans la section 14 sous-section D dans un langage qui nécessite un diplôme en droit pour comprendre, il est dit que toute tentative de dépasser l'autorité accordée dans ce document constitue une fraude et annule l'accord. Donc, s'il essaie d'accéder à autre chose que le compte SunTrust, il commet un crime.
Et s'il essaie de retirer de l'argent du compte SunTrust sans votre autorisation, il commet également un crime. Qu'en est-il des faux comptes? N'essaiera-t-il pas d'y accéder? Margaret sourit. Ce n'est pas un sourire agréable. C'est là que ça devient intéressant. Revenez à mon bureau. Je veux vous montrer quelque chose. Le bureau de Margaret est dans une maison de ville transformée à Arlington, à 20 minutes de la banque. Sa salle de conférence a un grand écran monté sur le mur, affichant actuellement ce qui ressemble à une page de connexion de courtage. Ce site, dit Margaret, en désignant l'écran, est un faux site web qui ressemble exactement à votre véritable portail de courtage. Même logo, même mise en page, même page de connexion. Mais ce n'est pas réel. C'est un pot de miel conçu pour enregistrer chaque tentative d'accès. Je m'approche de l'écran. C'est remarquablement convaincant, identique au vrai portail que j'utilisais pour vérifier mes comptes d'investissement. Comment ça marche? Mon consultant en informatique l'a construit. Il est hébergé sur un serveur sécurisé. Quand quelqu'un entre les fausses informations de connexion que nous incluons dans vos documents de planification successorale, le site semblera les laisser entrer. Ils verront de faux soldes de compte correspondant aux chiffres du résumé financier. S'ils essaient d'initier une transaction, par exemple un virement bancaire, le site semblera la traiter, mais au lieu de cela, il enregistre tout, adresse IP, empreinte digitale de l'appareil, horodatage, montant exact qu'ils essaient de transférer, compte de destination, tout. Ainsi, quand Joshua essaiera de voler mon argent, il créera un enregistrement complet de tentatives de fraude sans même le savoir. Chaque clic, chaque transaction, chaque mouvement qu'il fera sera documenté et admissible au tribunal. Je m'enfonce dans une des chaises de la salle de conférence. L'élégance de la chose est presque belle. Il pensera qu'il est intelligent, accédant à mes comptes sans que je le sache, transférant de l'argent. Exactement. Et pendant tout ce temps, il construira le dossier contre lui-même. Margaret s'assoit en face de moi. Mais ça ne marche que s'il trouve les documents et croit qu'ils sont réels. Ce qui signifie que vous devez les laisser quelque part où il regardera certainement, mais pas quelque part de si évident qu'ils deviennent suspicieux. Mon classeur, dis-je immédiatement. Dans mon bureau. Il l'a déjà fouillé avant. J'ai remarqué que des choses avaient bougé, des papiers dans un ordre légèrement différent. Il pense que je ne fais pas attention à ce genre de détails. Parfait. Mettez le dossier là-dedans étiqueté planification successorale, confidentiel et sous eux. Faites en sorte que cela ressemble à quelque chose que vous avez classé et oublié. Elle me tend le dossier, vert foncé, d'apparence professionnelle, exactement le genre de choses que j'utiliserai pour des documents importants. À l'intérieur se trouve la fausse procuration, le faux résumé financier et une feuille imprimée avec les informations de connexion pour le site web du pot de miel. Encore une chose, dit Margaret, vous devez agir complètement normalement. Ne changez pas votre routine. N'agissez pas de manière suspecte ou paranoïaque. Vivez votre vie comme si de rien n'était. Pouvez-vous faire ça? Je pense à être assise en face de Joshua au dîner ce soir, dormant dans la même maison, maintenant la fiction que je lui fais confiance, que je n'ai aucune idée de ce qu'il a essayé de faire. Oui, je peux faire ça. Bien. Parce qu'au moment où il réalise que vous savez, toute cette affaire s'effondre. Il détruira des preuves, changera son histoire, peut-être même s'enfuira. Nous avons besoin qu'il se sente en sécurité, qu'il pense qu'il s'en sort. Je mets le dossier dans mon classeur cet après-midi, placé exactement là où quelqu'un qui cherche le trouverait. Puis je continue ma journée, je prépare le dîner, j'aide Emma avec ses devoirs, je regarde la télé comme une personne normale dont le mari n'a pas récemment essayé de l'empoisonner. Joshua rentre à la maison vers 18h, affirmant qu'il a passé la journée à son bureau. Je ne demande pas quel travail il faisait parce que je connais déjà la réponse, aucun travail réel, juste plus de performance d'être un consultant à succès. Comment va Patricia? Je demande pendant le dîner. Mieux. Il la libère demain. Il pousse la nourriture dans son assiette. Les médecins ne savent toujours pas ce qui a causé ça. Une sorte de toxine, mais ils ne peuvent pas identifier la source. C'est effrayant, dis-je, ma voix pleine d'inquiétude appropriée. Je suis juste contente qu'elle aille bien. Ouais, moi aussi. Il me jette un coup d'œil et il y a quelque chose dans son expression que je ne peux pas tout à fait lire. Calcul, peut-être. Évaluation. En fait, je pensais, avec tout ce qui s'est passé, votre vente de brevets, l'effondrement de maman,
tout le stress. Peut-être devrions-nous revoir notre planification successorale. Nous assurer que tout est en ordre. Mon estomac se serre, mais je garde mon visage neutre. C'est probablement intelligent. Je devrais appeler Margaret de toute façon. Mettre à jour mon testament maintenant que l'argent a été débloqué. D'accord. Exactement. Il hoche la tête avec enthousiasme, trop d'enthousiasme. Juste pour m'assurer que tout est protégé pour Emma, vous savez, au cas où il arriverait quelque chose à l'un ou l'autre d'entre nous. Bonne idée, dis-je, sachant exactement ce qu'il pense vraiment. Il veut savoir si j'ai déjà changé mon testament, si je l'ai supprimé en tant que bénéficiaire, si sa fenêtre d'opportunité se referme. Après le dîner, je me retire dans mon bureau, prétendant que je dois rattraper mes emails. Joshua dit qu'il va regarder la télé. Je suis assise à mon bureau avec mon ordinateur portable ouvert, mais ce que je fais vraiment, c'est regarder les flux des caméras de sécurité sur mon téléphone. À 21h47, le détecteur de mouvement dans mon bureau se déclenche même si je suis dans la chambre d'amis. Je passe au flux de la caméra. Il y a Joshua, illuminé par ma lampe de bureau, debout devant mon classeur. Mon cœur se met à battre fort, mais je me force à rester immobile, à regarder, à documenter. Il ouvre le tiroir, celui étiqueté avec les lettres AL. Sa main va immédiatement vers le dossier vert. Il le sort, jette un coup d'œil vers la porte pour s'assurer que personne n'arrive et commence à feuilleter le contenu. Son expression passe de curieux à concentré. Il sort son téléphone et commence à photographier des pages, la procuration, le résumé financier montrant de faux comptes avec des millions de dollars, les informations de connexion pour le site web du pot de miel. Il est méthodique, s'assurant d'obtenir des photos claires de tout, zoom sur les numéros de compte et les mots de passe. Il n'a aucune idée que chaque mouvement est enregistré en haute définition, que l'angle de la caméra capture non seulement ce qu'il fait, mais aussi le calcul dans son expression, la douceur entraînée de ses mouvements. Ce n'est pas une impulsion. Ce n'est pas le désespoir qui le rend imprudent. C'est planifié. Soigneux. Les actions de quelqu'un qui a déjà fait ça avant, qui a réfléchi exactement à ce dont il a besoin et à comment l'obtenir sans se faire prendre. Il photographie la dernière page, remet le dossier exactement où il l'a trouvé, ferme le tiroir et quitte mon bureau. Je le regarde descendre le couloir, sa posture détendue, son expression satisfaite. Il pense qu'il vient de trouver les clés de ma fortune. Ce qu'il a réellement trouvé, ce sont les preuves qui vont le détruire. Je fais une capture d'écran des images le montrant au classeur, je l'enregistre sur mon stockage cloud crypté et j'envoie un texto à Margaret. Il a mordu à l'hameçon. 21h47 vidéo capturée. Sa réponse arrive 30 secondes plus tard. Parfait. N'engagez pas. Je surveille le site du pot de miel. S'il essaie de se connecter, je le saurai immédiatement. Je n'ai pas à attendre longtemps. À 22h14, mon téléphone sonne avec une alerte de Margaret. Tentative de connexion. L'adresse IP correspond à votre réseau domestique. L'utilisateur accède au faux compte 7392. L'utilisateur consulte le faux solde. L'utilisateur tente d'initier un virement bancaire. Un autre message. Montant 3200 $. Destination, compte se terminant par 847. C'est un compte SunTrust au nom de Joshua. Il essaie littéralement de transférer de l'argent de votre compte vers le sien. Je fais une capture d'écran des alertes, je les ajoute à mon dossier de preuves et je sens quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans ma poitrine. Pas tout à fait de la satisfaction, pas tout à fait une justification, quelque chose de plus sombre. Joshua n'est pas seulement désespéré, il est stupide. Il a photographié des documents et tenté une fraude en moins de 2 heures. Il ne pouvait même pas attendre. Ne pouvait pas être prudent. Son avidité l'a rendu imprudent. Et cette imprudence vient de créer une exposition complète pour les poursuites. Margaret envoie à nouveau un texto. Transaction enregistrée. Adresse IP, empreinte digitale de l'appareil, horodatage, montant, destination, tout. C'est une fraude textbook, fraude bancaire, vol d'identité, accès non autorisé. Combiné avec les preuves d'empoisonnement, nous l'avons. Je réponds par texto. Et maintenant? Maintenant, nous appelons la police. Je contacterai la détective Ramirez dès demain matin. Mais ce soir, vous agissez comme si de rien n'était. Allez vous coucher. Dormez si vous le pouvez.
Ne le confrontez pas. Ne lui faites pas savoir que quelque chose ne va pas. Vous avez bien fait. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Je pose mon téléphone et je m'assois dans la chambre d'amis silencieuse en écoutant les sons de ma maison, le bourdonnement du système de chauffage, le bruit lointain de la télé en bas où Joshua regarde probablement quelque chose d'inoffensif, pensant qu'il vient d'assurer son avenir financier. Il n'a aucune idée que dans moins de 12 heures, la détective Ramirez examinera les preuves de tentative de meurtre et de fraude, que chaque document qu'il a photographié était faux, que chaque transaction qu'il a essayé d'initier a été enregistrée. Il pense qu'il est le prédateur, mais il est sur le point d'apprendre qu'il a été la proie depuis le début. Je dors à peine cette nuit. Chaque craquement de la maison qui se tasse me rend tendu. Chaque son venant du couloir me fait me demander si Joshua est réveillé, s'il a réalisé que quelque chose ne va pas, s'il planifie son prochain mouvement. À 6 heures du matin, Margaret envoie un texto, la détective Ramirez sera chez vous à 9 heures du matin. Joshua doit être parti. Pouvez-vous faire en sorte que cela se produise? Je réponds par texto. Oui. Joshua est déjà réveillé quand je descends, assis à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert. Il le ferme rapidement quand j'entre, un réflexe coupable qu'il essaie de masquer en se levant et en me versant du café. Bonjour, dit-il en me tendant la tasse. Tu es levé tôt. Je n'arrivais pas à dormir. Pas un mensonge. Je pensais emmener Emma prendre le petit déjeuner avant l'école. Juste nous deux. Nous n'avons pas eu de temps de qualité ces derniers temps. Son visage fait quelque chose de compliqué. Du soulagement peut-être, mélangé à autre chose. C'est une excellente idée. Elle adorerait ça. Et toi? Des projets ce matin. Je rencontre Marcus. Nous sommes censés revoir des affaires. Il jette un coup d'œil à sa montre. En fait, je devrais probablement partir bientôt si je veux éviter les embouteillages. Parfait. Dis à Marcus que je lui dis bonjour. 20 minutes plus tard, Joshua est parti. Je réveille Emma, lui dis que nous allons prendre un petit déjeuner spécial au restaurant qu'elle aime, et je regarde son visage s'illuminer d'une joie simple. Parfois, j'oublie qu'elle n'est encore qu'une enfant, malgré tout ce dont elle a été témoin. Nous sommes de retour à la maison à 8h30. Emma se dirige vers sa chambre pour finir de se préparer pour l'école. Je suis dans la cuisine en train de faire la vaisselle quand ma sonnette retentit à 9h précises. La détective Maria Ramirez se tient sur mon porche vêtue de vêtements civils, un jean foncé, un blazer, des chaussures pratiques. Elle a peut-être la mi-trentaine avec des yeux perçants qui ne manquent rien et une expression qui suggère qu'elle a vu toutes les saveurs du terrible humain et qu'elle n'est impressionnée par aucune d'entre elles. Docteur Whitmore? Elle me montre son badge. Je suis la détective Ramirez avec la police du comté de Fairfax. Votre avocate, Margaret Chin, m'a contacté au sujet d'une situation. Puis-je entrer? Je m'écarte, la laisse entrer. Elle inspecte ma maison avec une efficacité professionnelle, notant les sorties, les lignes de visée, les caméras de sécurité qui sont maintenant très évidemment montées dans les coins. Beau système, dit-elle en désignant une caméra. Installation récente? Très récente. La suggestion de Margaret. Femme intelligente. Elle sort un carnet. Pourquoi ne pas nous asseoir et vous pouvez me raconter tout? Nous nous installons à la table de la cuisine, la même table où j'ai pris des repas avec Joshua, où nous avons discuté de choses banales comme les listes d'épicerie et les bulletins scolaires d'Emma, où je n'avais aucune idée que je partageais l'espace avec quelqu'un qui planifiait mon meurtre. Je commence au début, la fête de célébration, la petite fiole ambrée que j'ai vu Joshua sortir de sa veste, les 3 gouttes qu'il a versées dans mon champagne, la façon dont j'ai échangé les verres avec Patricia, son effondrement, l'hôpital, le rapport toxicologique. La détective Ramirez prend des notes avec une sténographie efficace, son stylo se déplaçant régulièrement sur la page. Elle n'interrompt pas, ne halète pas, n'exprime pas de choc. Elle écoute simplement avec l'attention concentrée de quelqu'un qui enregistre des faits pour des poursuites ultérieures. Quand j'arrive à l'enquête financière, les dettes de Joshua, la saisie de la maison de Patricia, les prêts abusifs de Marcus, elle hoche la tête, comme si des pièces se mettaient en place. Un mobile, dit-elle simplement. L'argent est toujours un mobile puissant. De combien parle-t-on? 17 millions de la vente du brevet. Encore 2 millions en assurance vie. Environ 19 millions au total si je meurs avant de mettre à jour mon testament. Elle note ça, le souligne.
Et il ne peut accéder à rien de tout ça si vous divorcez. Pas de contrat de mariage. Tout est considéré comme un bien propre. Mais si vous mourrez, le testament actuel lui lègue tout. Testament actuel, ce qui veut dire que vous ne l'avez pas changé depuis la vente du brevet. Pas encore. Margaret rédige de nouveaux documents maintenant. Des structures de fiducie qui excluent Joshua et Patricia nommément. La détective Ramirez pose son stylo, me regarde directement. Docteur Whitmore, avez-vous toujours le verre à champagne? Celui dans lequel Patricia a bu? Je me lève, vais à mon congélateur et en sors le sac de preuves scellé que j'ai conservé comme un échantillon. À l'intérieur, il y a la flûte en cristal ébréché de ma grand-mère, le liquide à l'intérieur étant complètement gelé. Sourire accrocheur. C'est bref, professionnel, mais sincère. Vous regardez des émissions scientifiques sur la police scientifique. Je suis scientifique, je réponds. Je documente tout. Elle sort des gants en latex de la poche de sa veste apparemment, les détectives en transportent toujours et examinent attentivement le sac sans l'ouvrir. C'est bien. Très bien même. Nous allons envoyer ça au laboratoire pour analyse. Si c'est de la kénite comme l'hôpital le suggère, et que nous pouvons prouver que ça vient de votre verre, nous avons une tentative de meurtre. Elle le scelle dans une pochette à preuve officielle de sa voiture, l'étiquette avec des numéros de dossier et des horodatage. La regarder travailler avec une telle efficacité professionnelle fait se relâcher quelque chose dans ma poitrine. Quelqu'un me croit. Quelqu'un avec de l'autorité et des ressources me croit. Quoi d'autre avez-vous, demande-t-elle. Je lui montre tout. J'affiche les images de surveillance sur mon ordinateur portable. Joshua a mon classeur, photographiant des documents. L'horodatage est clair dans le coin. Les captures d'écran du site web Honeypot montrant des tentatives de connexion depuis notre adresse IP domestique, la tentative de virement de $3200 sur le compte personnel de Joshua, les horodatages correspondant à quelques minutes près au moment où il a photographié les documents. La détective Ramirez regarde les images 3 fois. Lors de la 3e visionnage, elle prend des notes sur des détails spécifiques, la façon dont Joshua regarde par-dessus son épaule, la photographie méthodique de chaque page, l'expression satisfaite quand il a terminé. C'est de la fraude classique, dit-elle. Fraude électronique, vol d'identité, accès non autorisé à des comptes financiers, combiné à la preuve d'empoisonnement. Nous sommes face à de multiples crimes, une tentative de meurtre, un complot, une exploitation financière. Elle sort son téléphone, passe un appel. Salut, c'est Ramirez. J'ai besoin que tu regardes quelque chose. Je t'envoie une preuve vidéo de fraude en cours. Ouais, je reste en ligne. J'entends une conversation étouffée à l'autre bout du fil, des mots que je ne parviens pas à distinguer. La détective Ramirez décrit ce qu'elle voit, fait référence à des jurisprudences que je ne comprends pas, parle dans le langage abrégé des professionnels des forces de l'ordre coordonnant des poursuites. Quand elle raccroche, elle me regarde avec quelque chose qui ressemble à du respect. C'était le bureau du procureur du comté de Fairfax. Ils sont très intéressés par cette affaire. Chef d'accusation multiple, preuves claires, victime sympathique. Elle fait une pause. Docteur Whitmore, vous n'êtes pas paranoïaque. Vous êtes préparé. Et cette préparation est probablement la raison pour laquelle vous êtes encore en vie. Je ne sais pas quoi répondre à ça, alors je hoche simplement la tête. Voici ce qui va se passer ensuite, continue-t-elle, passant en mode procédure. Nous allons obtenir un mandat pour le téléphone de Joshua, son ordinateur, ses relevés financiers. Nous l'exécuterons dans les 48 heures. Nous interrogerons Patricia une fois qu'elle sera complètement rétablie. Le fait qu'elle ait été empoisonnée accidentellement ajoute des accusations de maltraitance envers les personnes âgées à la liste de Joshua. Nous allons assigner les relevés de son frère Marcus si ces prêts sont liés au complot. Combien de temps avant de l'arrêter? Ça dépend des résultats de laboratoire du verre à champagne. S'il confirme la kénite, nous pouvons agir rapidement. Sinon, nous construisons l'affaire sur les accusations de fraude et remontons jusqu'à l'empoisonnement. Elle se penche en avant, son expression est sérieuse. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Il va passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les gens comme Joshua, les gens assez désespérés pour empoisonner leur conjoint, ils n'acceptent pas d'être pris tant que les menottes ne sont pas réellement fermées. Pour l'instant, ils pensent qu'il s'en sort. Il pense que ce virement bancaire a juste eu un problème technique, qu'il peut réessayer, qu'il a encore le temps de réparer son plan.
Ça le rend dangereux. Ma bouche s'assèche. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous suivez des règles très spécifiques jusqu'à ce que nous procédions à l'arrestation. Ne mangez ni ne buvez rien que vous n'ayez pas personnellement préparé et scellé. N'acceptez pas de nourriture de quiconque dans sa famille. N'allez nulle part seul avec lui. Ayez toujours Emma ou un ami présent. Gardez votre téléphone chargé et sur vous à tout moment. Si quelque chose vous semble louche, s'il fait quelque chose de suspect, vous m'appelez immédiatement. Elle me tend une carte avec son numéro direct. Je suis sérieuse à ce sujet, docteur Whitmore. Vous avez tout bien fait jusqu'à présent. Ne baissez pas votre garde maintenant. D'accord. Ma voix semble plus stable que je ne me sens. Et documentez tout. Chaque conversation, chaque interaction, chaque événement étrange. Vous avez fait un excellent travail avec ça. Continuez. Plus nous avons de preuves, plus l'affaire est solide. Elle se lève et je la raccompagne à la porte. Avant qu'elle ne parte, elle se retourne. Encore une chose. Emma sait-elle ce qui se passe? Elle sait que quelque chose ne va pas. C'est une enfant intelligente. Elle remarque les choses. Protégez-la. Si Joshua réalise qu'il a été pris, s'il panique. Elle ne termine pas la phrase. Elle n'a pas besoin de le faire. Après le départ de la détective Ramirez, je reste dans ma cuisine et laisse la réalité s'installer. Je vis toujours avec un homme qui a essayé de me tuer. Il est probablement chez son frère en ce moment, discutant de prêt ou de dette ou de ce dont discutent les hommes désespérés quand leur plan s'effondre. Il sera à la maison pour le dîner. Nous mangerons ensemble, dormirons dans la même maison. L'arrestation n'aura pas lieu immédiatement. Ils ont besoin de résultats de laboratoire, de mandats, de coordination entre les agences. Cela signifie des jours, peut-être une semaine, de maintien de cette performance, d'agir comme si je ne savais pas, de faire semblant que tout est normal tout en vivant avec quelqu'un qui veut ma mort. Je pense à Emma, qui va rentrer de l'école, innocente et inconsciente que son beau-père est une menace. Je pense à tous les repas que nous partagerons, à tous les moments où je serai vulnérable, à toutes les occasions que Joshua aura de réessayer. Et je prends une décision juste là dans ma cuisine, debout dans la lumière de fin de matinée. Je ne pars pas. C'est ma maison. Je l'ai achetée avec mon argent. Elle est remplie de ma fille et de mon travail et de ma vie. C'est Joshua qui devrait avoir peur. C'est Joshua qui devrait regarder par-dessus son épaule parce que chaque jour qu'il reste, chaque interaction que nous avons, chaque mot qu'il prononce, tout est documenté, enregistré, transformé en preuve. Il pense qu'il vit dans sa maison, attendant une autre opportunité. Ce qu'il fait en réalité, c'est me donner plus de munitions pour l'enterrer. Je sors mon téléphone et ouvre l'application de notes. Je commence une nouvelle entrée. Date, heure, ce que la détective Ramirez a dit, quelles preuves elle a prises, ce qui se passe ensuite. Documentation, preuves, collecte de données. C'est ce que je fais de mieux. Et cette fois, l'expérience va se terminer avec Joshua menotté. 3 jours passent avec une lenteur atroce. 3 jours à manger des repas que j'ai personnellement préparés, à vérifier chaque seau de boisson, à dormir avec ma porte verrouillée et mon téléphone sous mon oreiller. 3 jours à regarder Joshua se déplacer dans notre maison comme si tout était normal alors que je sais que la détective Ramirez construit son dossier, obtient des mandats, se coordonne avec les procureurs. Le 3e matin, Joshua annonce au petit déjeuner, j'ai prévu une réunion pour nous aujourd'hui dans une banque à Emseline. Juste une planification financière de routine. Je lève les yeux de mon café. Une planification financière? Oui, Margaret a suggéré que nous révisions nos documents successoraux, que nous nous assurions que tout est correctement structuré maintenant que l'argent du brevet est dégagé. Il le dit avec désinvolture, comme s'il proposait de faire vidanger ma voiture. Il ment. Margaret n'a rien suggéré de tel. Et je sais exactement de quoi il s'agit réellement parce que Margaret m'a averti hier que Joshua appelait des établissements de soins pour personnes âgées pour se renseigner sur les procédures d'admission et les exigences en matière de procuration. Plan B. Si le poison n'a pas fonctionné, si la fraude n'a pas fonctionné, essayez un angle différent. Faites-moi déclarer incompétente. Faites-moi interner. Contrôlez mes décisions médicales et mes finances légalement au lieu de par le meurtre. À quelle heure? Je demande, ma voix est stable. 11 heures. On devrait partir vers 10h30 pour éviter les embouteillages.
Alors laisse-moi juste dire à Emma que je serai absente. J'envoie un texto à Margaret depuis la salle de bain. Il passe à l'action. Réunion à la banque à Céline à 11 heures. Je suppose que c'est le coup de l'internement. Sa réponse arrive immédiatement. Parfait. Nous sommes prêts. La détective Ramirez sera là. Jouez le jeu. Signez tout ce que je vous donne. Rien d'autre. Vous êtes capable. La banque se trouve dans un complexe commercial à côté de la route 7. Tout en verre et en acier. Architecture d'entreprise générique. Joshua se gare sur le parking visiteur et je remarque que ses mains tremblent légèrement lorsqu'il coupe le contact. Ça va? Je demande. Oui, juste nerveux. Les grandes décisions financières, tu sais. Nous entrons ensemble dans la banque. Une réceptionniste nous dirige vers une salle de conférence au 2e étage et c'est là que je les vois. Patricia est déjà là, assise à la table de conférence brillante. Elle s'est remise de l'empoisonnement, a toujours l'air fragile, plus mince qu'avant, mais vivante. Elle me fait un sourire faible qui n'atteint pas ses yeux. Marcus est là aussi. Le frère de Joshua, le prêteur abusif. Il me fait un signe de tête avec ce charme habituel qui dissimule à peine le calcul. Et il y a une femme que je ne reconnais pas, peut-être 50 ans, portant un tailleur lilas joyeux avec un porte-documents en cuir et un sourire digne d'un agent immobilier vendant des condos trop chers. Nicole, elle se lève, tend la main. Je suis Sandra Vance, directrice des relations clients chez Heritage Springs. C'est merveilleux de vous rencontrer. Heritage Springs. Les pièces s'assemblent avec une clarté écœurante. Ce n'est pas une réunion de planification financière. C'est une intervention, une embuscade conçue pour me convaincre que j'ai besoin de soins pendant qu'il s'empare du contrôle de mon argent et de ma vie. C'est en fait brillant d'une manière horrible. Si le poison n'a pas fonctionné, faites-moi mourir légalement à la place. Asseyez-vous, s'il vous plaît, Sandra fait un geste vers une chaise. Nous avons tellement de choses à discuter. Joshua s'assoit à côté de moi, pose sa main sur mon genou, geste de mari soutenant. Patricia s'éponge les yeux avec un mouchoir qu'elle a sorti de son sac à main. Marcus me regarde avec une expression que je ne parviens pas à lire. Et je pense qu'ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Sandra ouvre son porte-documents, en sort des brochures glacées montrant de magnifiques bâtiments qui ressemblent à des centres de villégiature de luxe. Heritage Springs est spécialisé dans le bien-être des cadres et les soins complets pour les professionnels de haut niveau connaissant un stress lié à la transition. Je ne suis pas stressé, dis-je calmement. Joshua me serre le genou. Nicole, vous avez subi une pression énorme. La vente du brevet, l'attention des médias, l'incident de la fête avec maman. Ça a été traumatisant. Nous sommes inquiets pour vous. Nous voulons juste que vous soyez en sécurité. Patricia ajoute, sa voix tremblant, avoir du soutien, un soutien professionnel. Sandra fait glisser une brochure sur la table. Notre établissement offre des plans de soins personnalisés, une surveillance médicale, une programmation thérapeutique et un environnement paisible pour la guérison et le rajeunissement. Je feuillette la brochure. Ça a l'air cher. Très cher. Combien coûte quelque chose comme ça? Notre engagement initial est de 400 000 $ avec des frais mensuels de 12 000 $ pour les services complets. 400 000 $. Exactement le genre d'argent dont Joshua a besoin pour résoudre ses problèmes immédiats. Et comment quelqu'un peut-il accéder à ce programme? Je demande, gardant une voix sincèrement curieuse. Eh bien, généralement, un membre de la famille aide à coordonner le processus d'admission. Nous exigeons des documents de base, une procuration médicale, une autorisation financière pour les paiements, des formulaires de consentement. Elle sort une pile de documents. C'est tout très simple. Joshua se penche en avant. Nous avons déjà commencé les papiers. En fait, nous avons juste besoin de votre signature pour tout finaliser. Ma signature, je répète, n'est-ce pas? Juste pour qu'on puisse vous inscrire. S'assurer que vous êtes prise en charge. Sa voix est douce, inquiète, mais je vois le désespoir dans ses yeux, le besoin que ça marche. Un employé de banque entre. Un directeur d'après son costume et son comportement. Les Whitmore? Je suis David Chin, directeur de la succursale. Je crois comprendre que vous devez traiter certaines transactions financières. Oui, dit Joshua rapidement.
Nous devons transférer des fonds pour un établissement de soins médicaux. Les fonds de ma femme. Nous avons des documents de procuration. Margaret entre dans la salle de conférence si silencieusement que je la remarque à peine. Elle porte sa mallette, son tailleur de tribunal, elle a l'air d'être juste dans le quartier. Bonjour à tous. Nicole, j'ai reçu ton message concernant la réunion. Elle s'assoit à côté de moi, ouvre sa mallette. J'ai apporté les documents successoraux mis à jour dont nous avons parlé. Ce que vous vouliez examiner avant de signer autre chose. Le visage de Joshua pâlit. Margaret, je ne savais pas que tu venais. Les réunions de planification financière nécessitent les conseils d'un avocat. Pratique courante. Elle sort un dossier, vert forêt, identique à celui que j'ai laissé dans mon classeur. Nicole, ce sont les véritables documents de procuration que nous avons préparés. Ils n'accordent une autorisation que pour le compte 7392. Rien d'autre. Je prends les documents, fais mine de les examiner, puis je signe. Parfait, dis-je, en les rendant à Margaret. Maintenant, à propos de cette inscription à Heritage Springs. Joshua vibre pratiquement de tension. Oui, nous devrions traiter le dépôt. 400 000 du compte principal de Nicole. Sandra sourit, inconsciente des courants sous-jacents. Merveilleux. Une fois le dépôt traité, nous pouvons planifier votre évaluation d'admission. Et laissez-moi juste vérifier les détails du compte, dit David Chin, en tapant sur son ordinateur portable. Compte se terminant par 7392, transfert de 400 000. Oui, dit Joshua, du compte courant principal de Nicole. David tape, examine son écran. Son expression professionnelle ne vacille pas, parfait. Cela sera transféré du compte se terminant par 7392. Solde actuel $50. Le silence qui suit est magnifique, d'une pureté cristalline. Le visage de Joshua devient complètement vide, comme si son processeur venait de planter. La bouche de Patricia s'ouvre, mais aucun son n'en sort. Les yeux de Marcus passent rapidement de moi à la porte, calculant des voies d'évacuation. Sandra a l'air confuse. Je suis désolé. Vous avez dit $50? C'est exact, confirme David. Compte 73.92. Solde actuel $5012. Joshua me fixe maintenant. Vraiment fixe. Et je vois la compréhension poindre sur son visage, la réalisation que je savais depuis le début, que chaque mouvement qu'il faisait était documenté et anticipé. C'est alors que l'on frappe à la porte. Professionnel, autoritaire. 3 coups secs sur la porte vitrée de la salle de conférence. Le détective Ramirez entre, flanqué de 2 agents en uniforme et d'un homme en costume sombre avec un badge du FBI visible à sa ceinture. Elle tient des papiers, des documents officiels avec des sceaux fédéraux. Joshua Whitmore. Sa voix traverse le silence stupéfait. Joshua se lève lentement, comme s'il se déplaçait dans l'eau. Oui, je suis le détective Maria Ramirez, de la police du comté de Fairfax. Voici l'agent spécial Torres, de la division de la criminalité en col blanc du FBI. Elle s'avance et les agents en uniforme se placent de chaque côté de Joshua. Joshua Whitmore, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude électronique, vol d'identité, association de malfaiteurs en vue de commettre des abus financiers sur une personne âgée et fraude envers un établissement financier. Elle continue avec les droits Miranda, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Les menottes se referment sur les poignets de Joshua. Le son est définitif, irréversible. Patricia se met à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas le genre théâtral qu'elle utilise depuis le début de notre relation. Ce sont des larmes de choc, de peur et la soudaine compréhension que tout s'écroule. Marcus est déjà sur son téléphone, probablement en train d'appeler un avocat spécialisé en droit pénal. Sandra, de Heritage Springs, semble essayer de décider si elle doit partir ou appeler son propre avocat. Joshua me regarde. Ses yeux sont désespérés, suppliants, essayant toujours de trouver un angle. Dites-leur que c'est un malentendu. Dites-leur que j'essayais de vous aider. Dites-leur. Je me lève, fais 2 pas vers lui, assez près pour qu'il soit le seul à entendre ce que je vais dire. Je leur dis tout, dis-je doucement. Ma voix est stable, définitive. Absolument tout. Le poison que vous avez mis dans mon champagne.
La fiole que vous avez sortie de votre veste. Les tentatives de fraude. Les faux documents que vous avez photographiés. Le virement bancaire que vous avez essayé de faire. L'association de malfaiteurs avec votre famille pour voler mon argent et me faire interner. J'ai tout documenté, Joshua, absolument tout. Je le laisse voir alors. Tout. Je me suis caché pendant des jours. La connaissance, la stratégie, la conscience totale de chaque mouvement qu'il a fait. Je vous ai vu empoisonner ma boisson, je continue. J'ai échangé les verres. Je vous ai regardé voler mes documents sur la caméra. J'ai suivi vos tentatives de connexion. Je vous ai donné de faux numéros de compte et je vous ai regardé essayer de les voler. Vous n'avez pas épousé une victime, Joshua. Vous avez épousé une scientifique qui sait comment recueillir des preuves. Son visage s'effondre. La compréhension le frappe comme une force physique. Vous saviez tout depuis le début. Tout le temps. Le compte, les documents, tout était un piège. Oui. Les agents commencent à l'emmener vers la porte. Il essaie de résister, tire contre leur emprise. Nicole, s'il vous plaît. Je peux expliquer. J'étais désespéré. Les dettes, la pression. Je garde une voix égale. Vous pensiez assez clairement pour acheter du poison, pour planifier mon meurtre, pour essayer à plusieurs reprises de me voler. Vous pensiez assez clairement pour impliquer votre mère et votre frère dans un complot visant à me faire déclarer incompétente. Patricia sanglote plus fort. Marcus s'est tu, son téléphone collé à son oreille. Alors qu'ils conduisent Joshua vers la porte, il se retourne une dernière fois. Je vous aimais. Non, dis-je, vous aimiez mon argent. Il y a une différence. La porte se referme derrière lui. À travers la vitre, je regarde les agents l'escorter dans le hall de la banque, devant des employés et des clients curieux, jusqu'à une voiture de police qui attend sur le parking. C'est alors que je le sens. Une petite main se glissant dans la mienne. Emma. Elle se tient à côté de moi, et Margaret se tient derrière elle avec une main protectrice sur son épaule. Maman. La voix d'Emma est petite. C'est fini? Je lui serre la main et je regarde ma fille brillante, observatrice, courageuse, qui a été témoin de l'arrestation de son beau-père et qui a en quelque sorte su être là pour ça. Oui, bébé, dis-je doucement. C'est fini. Mais même en le disant, je sais que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y aura des procès, des témoignages, une couverture médiatique, des avocats et des dépositions, et des déclarations de la victime. Mais le danger est terminé. La menace est terminée. Joshua est menotté, et je suis là, vivante, tenant la main de ma fille, entourée de preuves et de témoins, et la machine judiciaire se met enfin en marche dans la bonne direction. Margaret me touche l'épaule. Tu as bien fait, Nicole. Vraiment bien. J'acquiesce, incapable de parler à cause du serrement dans ma gorge. Dehors, à travers les fenêtres de la banque, je regarde la voiture de police s'éloigner, et je me permets de respirer. La voiture de police disparaît au coin de la rue, emmenant Joshua avec elle. Je me tiens à la fenêtre en verre de la banque, regardant jusqu'à ce qu'elle ait complètement disparu. Et ce n'est qu'alors que je réalise que je tiens toujours la main d'Emma assez fort pour qu'elle me la serre doucement en retour. « Maman, je vais bien, dit-elle doucement. Je relâche mon emprise. Désolé, bébé. Margaret nous guide hors de la banque, devant la salle de conférence où Sandra de Heritage Springs est toujours assise dans un silence stupéfait, devant le hall où les employés s'efforcent de faire comme s'ils n'avaient pas regardé l'arrestation, jusqu'au parking où l'air de novembre est vif et propre. Que se passe-t-il maintenant? Je demande à Margaret. Maintenant, nous attendons le procès. Le procureur vous contactera. Vous devrez témoigner, fournir des preuves, probablement assister à des procédures difficiles. Elle marque une pause. Mais Nicole, le plus dur est passé. Vous êtes en sécurité maintenant. En sécurité. Le mot me semble étrange. J'ai passé tellement de jours à être vigilante, à être prudente, à être stratégique. Je ne suis pas sûr de me souvenir de ce que l'on ressent en sécurité. Emma monte dans ma voiture sans qu'on le lui demande. Margaret me donne une rapide accolade avant de se diriger vers son propre véhicule. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Absolument de quoi que ce soit. Sur le chemin du retour, Emma est silencieuse. Pas effrayée. Silencieuse.
pensant silencieusement, traitant l'information. Tu savais tout depuis le début, n'est-ce pas? Elle finit par demander, que Joshua essayait de te faire du mal. Il ne sert à rien de lui mentir. Elle est trop intelligente, et elle mérite la vérité. Oui, je savais. Et tu ne me l'as pas dit. Je ne voulais pas te faire peur, et je devais te protéger pendant que je cherchais comment l'arrêter. Elle hoche la tête, acceptant cela. C'est pour ça que tu vérifies tous les scellés de la nourriture et que tu dors dans la chambre d'amis et que tu me gardes parfois à la maison au lieu d'aller à l'école. Oui. C'est vraiment effrayant, maman. Je sais, bébé. Je suis désolé que tu aies dû voir tout ça. Je ne le suis pas, elle me regarde, et son expression est plus âgée que 12 ans. Je suis contente d'avoir vu ce que tu as fait. Comment tu nous as protégés? Comment tu n'as pas simplement abandonné ou fui? Tu t'es défendu. Ma gorge se serre. Oui, je l'ai fait. Tu es comme un super-héros, mais en vrai. Je ris malgré tout. Les super-héros n'ont pas besoin d'avocats et de caméras de sécurité. Les plus intelligents oui. Le procès commence 6 semaines plus tard, en février, alors que la Virginie est grise et froide et que les jours sont courts. Je passe ces 6 semaines à rencontrer les procureurs, à examiner les preuves, à préparer mon témoignage. Emma retourne à l'école. La vie essaie de revenir à la normale, mais rien ne semble plus normal. Le procès lui-même est méthodique, clinique. L'accusation construit son dossier brique par brique, preuve après preuve, jusqu'à ce que le poids de celui-ci soit indéniable. Il présente d'abord les résultats des analyses de laboratoire. Le verre à champagne que j'ai conservé contenait de l'aconitine, la toxine active de l'aconite, également appelée casque de Jupiter ou Tulu. Très toxique, à action rapide. Dans la concentration trouvée dans ce verre, potentiellement mortelle. Puis l'historique de recherche de Joshua, extrait de son ordinateur portable et de son téléphone. Le procureur le projette sur un écran pour que le jury le voie. Dose létale d'aconitine pour l'homme. Comment masquer le goût du poison? Loi sur l'héritage du conjoint Virginie. Poisons indétectables dans la maison. La toxicologie peut-elle détecter le poison des plantes? Les recherches s'étendent sur 3 semaines avant la fête. Préméditation sous forme numérique. Il montre les images de surveillance. Joshua devant mon classeur photographiant des documents. L'horodatage clair dans le coin, la façon calculée dont il vérifie par-dessus son épaule, la photographie systématique de chaque page. L'analyste de la fraude témoigne au sujet du site web au pot de miel, montre les tentatives de connexion à partir de notre adresse IP domestique, la tentative de virement bancaire, l'horodatage exact correspondant à quelques minutes après que Joshua ait photographié les faux documents. Mon évaluation cognitive est versée comme preuve. Le rapport du docteur Feldman indiquant sans équivoque que je n'ai aucune déficience cognitive, aucune diminution de la capacité mentale, aucune condition qui justifierait une tutelle ou un internement. Puis Patricia témoigne. Elle a obtenu l'immunité en échange de sa coopération. Elle s'assoit dans le box des témoins, plus petite que je ne l'ai jamais vue, et elle dit la vérité sur la détresse financière de la famille, sur les dettes croissantes de Joshua, sur les conversations où ils ont discuté de combien tout serait plus facile si je n'étais plus là. Saviez-vous que votre fils prévoyait d'empoisonner Nicole? Demande le procureur. Non. La voix de Patricia se brise. Pas avant de me réveiller à l'hôpital et de réaliser ce qui avait dû se passer, ce qu'il avait dû faire. Et avez-vous participé au plan visant à faire interner Nicole? Un long silence. Alors oui. Joshua a dit que si nous ne pouvions pas, si le premier plan ne fonctionnait pas, nous avions besoin d'une autre solution. Il a dit que Nicole devenait instable, qu'elle avait besoin de soins professionnels. Je l'ai cru. L'avocat de la défense de Joshua essaie de le dépeindre comme un mari aimant et inquiet pour la santé mentale de sa femme, poussé à des mesures désespérées par l'inquiétude. Mais les preuves sont accablantes. Le poison, les recherches, la fraude, l'association de malfaiteurs. Le procès dure 6 semaines. Je témoigne pendant 2 jours complets, expliquant au jury tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai documenté, chaque étape que j'ai franchie pour me protéger et constituer des preuves. Joshua ne témoigne jamais. Son avocat le lui déconseille. Lorsque le juge lit le verdict, coupable de tous les chefs d'accusation, je n'applaudis pas. Je ne pleure pas. Je respire juste. Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de pouvoir réellement sentir mes poumons complètement. Emma me serre la main.
Margaret pose un bras de soutien autour de mes épaules. Coupable de tentative de meurtre. Coupable de fraude électronique. Coupable de vol d'identité. Coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre des abus financiers sur une personne âgée. Coupable de fraude envers un établissement financier. L'audience de détermination de la peine a lieu 2 semaines plus tard. Je soumets une déclaration de la victime, me tiens devant le juge et explique ce que c'est que de découvrir que votre mari essaie de vous tuer. Ce que c'est que de vivre dans la peur dans votre propre maison. Ce que c'est que d'expliquer à votre fille pourquoi la personne qui était censée protéger votre famille a essayé de la détruire. Le juge condamne Joshua à 22 ans de prison fédérale. Patricia écope de 5 ans de probation et doit verser des dommages et intérêts. Le juge reconnaît qu'elle a également été victime du poison de son fils, de son propre désespoir, de mauvais choix faits sous la pression financière. Marcus perd sa licence de prêt et fait face à des accusations fédérales distinctes pour des pratiques de prêt prédatrices que l'enquête a révélées. Je regarde Joshua être emmené menotter une dernière fois, et je me sens vide, pas triomphante, pas victorieuse, juste épuisée, reconnaissante d'être en vie, mais épuisée d'avoir dû me battre aussi fort juste pour survivre à quelqu'un qui avait promis de m'aimer. Ce soir-là, Emma et moi commandons une pizza à l'endroit qu'elle adore. Nous mettons un film, quelque chose de léger et de stupide sur des adolescents dans un camp d'été, le genre de choses qui ne demandent aucun investissement émotionnel. À mi-chemin, elle dit doucement, « Maman, tu es vraiment intelligente. » Merci, bébé. Genre, effrayant intelligente. Je souris et la serre contre moi sur le canapé, seulement effrayant pour les gens qui essaient de nous faire du mal. Elle rit. Nous finissons le film. Elle se couche à une heure raisonnable sans les négociations habituelles. Et je m'assois seul dans mon bureau, le même bureau où j'ai découvert la vérité, construit ma défense, tendu mes pièges, et me suis laissé ressentir tout ce que j'avais retenu pendant des mois. Je pense aux 10 dernières années avec Joshua. J'essaie d'identifier le moment exact où l'amour s'est transformé en ressentiment, où le partenariat s'est transformé en prédation. Était-ce toujours là, caché sous le charme et l'affection? Ou quelque chose en lui s'est-il brisé quand je suis devenu prospère? Je ne le saurai jamais. Et peut-être que cela n'a pas d'importance. Ce que je sais, c'est que j'ai survécu. Emma a survécu, et nous allons bien. Je sors une bouteille de vin. Une que j'ai personnellement ouverte plus tôt. Une qu'Emma m'a aidé à inspecter avant de se coucher. C'est devenu notre rituel. Vérifier les scellés ensemble, faire en sorte que la sécurité ressemble à un lien au lieu de la paranoïa. Je verse un verre et marche jusqu'à la fenêtre. Dehors, la rue est calme, paisible, sûre. Je lève le verre à la maison calme. À ma fille qui dort en sécurité à l'étage. À l'avenir que j'ai failli ne pas avoir. Aux empoisonneurs avec un mauvais timing, je chuchote à la documentation. À la survie, je prends une gorgée. Le vin a le goût de la liberté, métallique et étrange et infiniment précieux. Ils pensaient que ma signature m'enterrerait, que mon succès serait ma perte, que ma confiance serait ma faiblesse. Mais à la fin, leurs signatures les ont enterrés. Leur cupidité les a détruits. Et je suis toujours là, toujours brillante, toujours respirant, toujours construisant. La semaine prochaine, des entrepreneurs viendront transformer l'ancien bureau de Joshua en un véritable laboratoire de recherche. Emma veut aider à le concevoir. Nous avons déjà choisi les couleurs de la peinture. Elle veut qu'un mur soit peint avec de la peinture pour tableau noir afin que nous puissions travailler ensemble sur des équations. Les 17 millions sont en sécurité et je suis sûr que cela financera l'avenir d'Emma, soutiendra des projets de purification de l'eau dans les communautés qui en ont besoin et, oui, me permettra de vivre confortablement pendant que je fais un travail qui compte. Je n'ai pas seulement survécu à une tentative de meurtre. J'ai survécu à la trahison de quelqu'un que j'aimais. Et je construis quelque chose de mieux à partir des cendres. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une résurrection. Je finis mon vin, rince le verre et verrouille les portes. À l'étage, je vérifie Emma une dernière fois. Elle est étendue sur son lit, une couverture enroulée autour de ses jambes, ayant l'air paisible et jeune et sûr. Je vais dans ma propre chambre, plus la chambre d'amis, mais la chambre principale qui est à moi maintenant, juste à moi. Et je dors pour la première fois depuis des mois. Je dors sans peur, sans vérifier les caméras de sécurité toutes les heures, sans me réveiller à chaque bruit, sans me demander si c'est la nuit où il essaie à nouveau, parce qu'il ne peut pas essayer à nouveau. Il est dans une cellule de prison, et je suis ici dans ma maison, dans ma vie,
dans mon avenir. Libre. Le lendemain matin, je me réveille avec la lumière du soleil qui traverse les fenêtres et Emma qui fait des crêpes dans la cuisine, mal, avec plus de farine sur le comptoir que dans le bol. Et je réalise quelque chose. C'est à ça que ressemble la victoire en réalité. Pas le verdict du tribunal ou l'audience de détermination de la peine. Pas l'arrestation ou les menottes. Ça, ma fille qui prépare le petit déjeuner. Un peu de lumière dans ma maison. Une journée qui s'annonce sans peur. Sans performance. Sans faire semblant. Juste la vie. Une vie normale, désordonnée, belle. Et elle a un goût plus doux que n'importe quelle vengeance ne pourrait jamais l'avoir. Cette histoire de justice calculée vous a tenu en haleine. Écrasez ce bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée était quand Nicole a échangé ses verres à champagne et a regardé son plan se dérouler parfaitement. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes de survie et de vengeance. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un téléchargement.